je vais me présenter un tout petit peu, et puis on va ensuite plonger directement dans le sujet de la conférence. En fait, moi je suis un ancien mauvais élève. C'est ça le truc. J'ai commencé mon travail de mauvais élève le premier jour où je suis rentré en CP. C'était... L'entrée en CP pour moi ça a été un choc. Et j'étais, vous savez, les petits enfants quand on va à l'école, des fois, je suis père de deux filles, j'avais peur de ça quand je les amenais au CP, et puis après dans toutes les classes, je me disais pourvu que ce ne soit pas les petites filles, vous savez, qui crient à la grille, et puis qu'il y a la maîtresse qui essaie de l'amener dans la classe, et vous êtes là, vous dites non, 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 et vous faites semblant de faire oh, tu vas bien t'amuser, tout ça. Et moi j'étais celui qui était à la grille, qui faisait et ça a été terrible parce que pour moi, aller à l'école chaque jour, c'était la prison, c'était l'horreur. Mais bon, c'est obligatoire, alors on y va, on nous dit il faut y aller, c'est pour ton bien, tu vas apprendre, tu vas apprendre plein de choses pour plus tard et tout et tout. J'adore ce truc de dire que tu vas apprendre à l'école, où on dit ça aux enfants qui ont 6 ans, parce que d'une certaine manière, on dit aussi tout ce que tu as fait avant, tu n'as pas vraiment appris. Alors qu'un enfant, entre la naissance, et même avant, bien sûr, on le sait, dans le ventre de sa mère et l'âge de 6 ans, il a appris tout ce qui sera beaucoup plus utile pour le reste de sa vie que ce qu'il pourra apprendre après à l'école. Parce qu'un enfant qui ne sait pas marcher, parler, poser des questions, manger, faire toutes les choses de la vie quotidienne, ça n'irait pas. Ça n'irait pas. Donc ça, c'est très important de prendre conscience qu'il va apprendre à l'école un certain nombre de choses. Mais on va voir que ce qui est le plus important, c'est déjà, est-ce qu'il a mis en place tout ce qu'il faut pour pouvoir apprendre à l'école. Donc avant 6 ans. Alors, normalement, il y a la maternelle, on fait les choses, mais on va voir. Non pas que la maternelle n'est pas bien, tel que c'est prévu dans les programmes en France, c'est parfait la maternelle. C'est juste, qu'est-ce qu'on en fait, comment on considère les choses, on est dans une société où c'est un peu le tout cognitif. Alors donc moi je ne voulais pas aller à l'école, mais on m'a forcé à y aller, c'est obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc j'y suis allé jusqu'à 16 ans, en redoublant les classes, progressivement, lentement, on m'a déscolarisé, une fois, deux fois, enfin déscolarisé, c'est-à-dire j'ai fait l'école à la ferme. L'école à la ferme, ça c'est chouette. Le matin, on s'occupe des chèvres. Alors les chèvres, bon, on s'occupe des chèvres, c'est histoire d'eux, parce qu'une chèvre, ça s'occupe bien tout seul. Hein. Mais bon, on s'occupe des chèvres. On leur donnait, je me rappelle, des granulés de temps en temps. Quand c'est la saison, il n'y a pas beaucoup d'herbe et que la chèvre, elle a mangé tout ce qu'il y a comme herbe à l'école. Enfin, c'était pas une école, c'était dans une ferme. Et l'après-midi, c'était là où ça me plaisait moins. On disait, combien t'as donné de mesures de grains à la chèvre? Alors tu devais regarder combien ça fait de millilitres. En centilitres, ça fait combien? Et dans un sac de 10 kilos, combien de jours tu peux nourrir ta chèvre? Combien il faut de sacs par an, par trimestre, machin? Oh là là, quelle affaire! Pareil, on avait des chèvres. Non, pas des chèvres, celles qui pondent des œufs, des poules. On avait des poules. Et les poules, elles pondent des œufs. Alors tous les matins, en arrivant à la ferme, il fallait mettre au marqueur le numéro de la poule qui a pondu son œuf. Parce que dans le poulailler, les poules elles étaient enfermées, on mettait, tac, on libérait la poule le matin, elle avait pondu son œuf, et nous on pesait les œufs. Alors on avait des courbes de poids d'œuf. Donc on sait, une poule, elle a un bon rendement, un mauvais rendement. C'est là où je trichais un peu, parce que quand la poule arrivait vers le mauvais rendement, vous savez ce qui se passe aux poules au bout de quelques temps de ponte. Voilà. Moi, j'aime bien les poules. Alors, je trichais un petit peu. Et bon, ça, c'est des tricheries qui ne prêtent pas à conséquence. J'ai fait des autres écoles de ce type-là, des pédagogies alternatives, etc., etc. Mais tout ce qui était l'alternative, pardon, et tout ce qui était l'école, par exemple, l'école en bateau, c'est bien, le côté bateau. Mais le côté, on va faire un petit journal pour écrire aux parents, qu'est-ce qu'on est en train de faire et tout ça. Non. Non, ça non. L'école à la montagne, c'est bien, enfin bref, vous suivez le topo. À côté de ça, je m'intéressais à beaucoup de choses et je lisais beaucoup, j'étais passionné par la lecture. Et à 16 ans, à l'époque, c'est quand j'avais 16 ans, est sorti le livre de Catherine Dolto, La cause des enfants. À l'époque, bon, aujourd'hui c'est un petit peu ringard, mais à l'époque, Dolto, c'était... Qu'est-ce que j'ai dit? Françoise Dolto, j'ai dit quoi? Ah, Catherine, c'est sa fille. C'est après, maintenant. Françoise Dolto, excusez-moi. Françoise Dolto, La cause des enfants. Oh, j'ai lu ça, c'était génial. Parce qu'elle disait, entre autres, que le système scolaire n'est pas adapté aux enfants. Elle critiquait le fait qu'on met tous les enfants du même âge ensemble, alors qu'on devrait préconiser de mettre plutôt par niveau. Parce qu'un enfant il y a des enfants de 6 ou 7 ans qui ont un niveau de calcul de 8 ou 10 ans pour d'autres, et le contraire en français. Donc, moi j'ai lu ça, alors ça m'a vraiment remonté, je suis allé voir le proviseur,
avec mes livres de Françoise Dolto, et j'ai dit, vous voyez, cette experte psychologue qui a écrit des livres, elle dit que le système n'est pas adapté. Au revoir. Donc je suis allé annoncer la nouvelle à mes parents, je quitte le système scolaire. Alors mes parents, ils ont dit, c'est très bien, on ne va pas te nourrir à rien faire, voilà la porte. Donc j'ai acheté une guitare, parce que c'est tout ce que j'avais, de quoi m'acheter une guitare, et je suis devenu animateur pour enfants. Donc c'est pour ça, on ne peut pas être animateur pour enfants si on n'a pas une guitare. Donc il a fallu que j'apprenne à jouer de la guitare. C'est pas très dur hein, pour faire l'économie de vacances, avec 5 ou 6 accords, vous savez faire tout. Et donc pendant plusieurs années, je suis devenu animateur professionnel, ça existe. Alors pendant l'hiver, je faisais les classes de neige, donc ça c'est bien, les classes de neige, vous allez au ski, vous enseignez le ski, vous encadrez les enfants. Ce qui est bien quand on encadre les classes, c'est que la moitié du temps dans les classes de neige, ils ont moitié ski, moitié classe. Pendant la classe, moi je fais du ski, et pendant l'autre partie, je fais du ski, mais j'enseignais aux enfants le ski. Pendant l'été, j'enseignais la planche à voile, l'optimiste, les choses comme ça. Donc je m'étais basé vers Thonon-les-Bains. Thonon-les-Bains, c'est bien parce que pendant l'été, vous enseignez la planche à voile et l'optimiste, et pendant l'hiver, vous remontez dans les montagnes et vous enseignez le ski. Ce qui me passionnait le plus, c'est la rencontre que j'ai faite à l'âge de 16 ans avec les enfants en situation de handicap. Ça, c'est ce qui m'a le plus plu, parce que par rapport aux enfants ordinaires, les enfants ordinaires, souvent, ils étaient là, les enfants ordinaires, allez, monte dans le bateau, fais ci, fais ça, j'ai pas envie d'être là, je m'en fous de la colo, ceci, cela. Que les enfants en situation de handicap, ils me plaisaient beaucoup, ils arrivaient avec leur camion, leur chaise roulante, on les prenait. À l'époque, j'étais assez fort pour le faire, maintenant je ferais moins, mais... Et hop, on les mettait dans les petits bateaux. Vous savez, les optimistes, c'est des petits bateaux, une place pour enseigner. Et là, ils étaient comme fous. Et c'est là qu'heureusement, on a des gros moteurs avec les portoirs. Reviens, maman, ici, voici. Après, on va attraper le bateau, et puis tirer, ramener, puis hop, ils repartaient sans peur. Et ça m'a passionné parce qu'ils étaient, en tout cas, l'approche que j'avais à l'époque, ils étaient joyeux, ils étaient contents, ils étaient motivés, alors que moi, j'étais un élève qui était tout le contraire, pas content, etc. Et les enfants ordinaires, souvent, ils n'étaient pas contents non plus. Alors j'ai voulu passer un diplôme pour devenir éducateur spécialisé et travailler avec les enfants en situation de handicap. Sauf que j'avais bac -3. Parce que j'avais arrêté à 16 ans. À 16 ans, j'étais qu'en 3e. Voilà. Et il fallait aller à bac +3. Donc ça fait un peu le grand écart. Alors, ce que j'ai fait, j'ai suivi des cours du soir. Alors il faut vous dire... Attends, c'est pas encore que j'explique le 4 pattes. Pour l'instant, tu te retiens. Tu ne marches pas encore à 4 pattes. Voilà. Et vous savez, maintenant, je sais plus où j'en suis à cause de toi. Cours du soir. Quand j'étais petit, ma mère me disait toujours un truc qu'aujourd'hui, les psychologues ils disent il ne faut pas faire. Ça va faire, attention, ça va faire dans l'assistance en général, quand je fais ça, ça jette un froid. Ma mère disait toujours, tu es intelligent. Si tu voulais, tu pourrais. Si tu te donnais la peine, tu pourrais. Et les profs, en plus, ils en rajoutent une couche. Tac, tac, tac. Pourrait mieux faire. S'il se donnait la peine, on voit bien qu'il ne travaille pas parce qu'il est intelligent. Oui, je suis intelligent, mais pas pour rester assis toute la journée à suivre quelqu'un qui me dit de faire quelque chose qui ne m'intéresse pas, dans le rythme qui ne m'intéresse pas. Je veux apprendre autrement. Et alors, les psychologues, il ne faut pas dire que tu es intelligent. Il faut dire... Vous ne savez pas. Vous êtes comme moi, après vous avez des enfants, vous dire « T'es belle, ma fille ». Si c'est une fille, on dit d'abord « T'es belle ». C'est ça, il faut faire attention. Hein. C'est choquant. Hein. Vous avez vu cette expérience où on prend des bébés, des tout petits bébés de 4 ou 5 mois, donc on ne sait pas trop si c'est des garçons ou des filles, et on les donne à quelqu'un en lui disant soit c'est un garçon, soit c'est une fille, et puis on fait des vidéos, c'est des trucs de psychologue, et on voit que le comportement de l'adulte est différent si c'est un garçon ou si c'est une fille. Si c'est une fille, il ne va pas lui parler avec les mêmes intonations, il va tenir le bébé plus près du corps, il va lui faire plus de bisous, il va interagir plus avec. Si c'est un petit garçon, un petit peu moins. Bien sûr, toutes les mamans ici disent « Ah, mais je faisais tout le temps plein de bisous, mon petit garçon, je le touchais beaucoup. » Oui, mais statistiquement, moins que si c'est une petite fille. Si on présente une vidéo d'un petit bébé qui pleure, on ne sait pas, 4 ou 5 mois, et on dit aux gens « À votre avis, pourquoi il pleure ?» Mais attention, on dit « Regardez ce petit garçon, il est en train de pleurer, à votre avis, pourquoi il pleure ?» Alors si c'est un petit garçon, les gens ont tendance à dire « C'est parce qu'il est en colère. » Et si c'est la même vidéo, mais qu'on dit c'est une petite fille, les gens disent c'est parce qu'elle est triste. Donc, moi, comme je suis un garçon, on m'a dit t'es intelligent. On m'a dit ça.
Alors quand j'ai eu 20 ans et que je suis allé à l'université pour suivre les cours du soir pour faire éducateur spécialisé, d'abord il fallait que je passe l'équivalent du bac, j'ai dit c'est bon, je suis intelligent, il suffit que je veuille pour réussir. Allez-y, parlez les professeurs, maintenant je suis motivé à bloc, il suffisait de le vouloir pour y arriver. Alors le complément d'objet direct c'est quoi déjà? Il se place avant le verbe qu'il qualifie, il s'accorde en genre et en mot. Attends, je suis intelligent, je vais y arriver, il suffit de vouloir. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Les mathématiques, pas mieux. Les trucs, rien, ça ne marche pas. T'es intelligent, bah oui, mais ça me fait une belle jambe parce que je ne peux pas utiliser mon intelligence. C'est ça le truc. En fait, tout le monde est intelligent. C'est le truc, c'est que j'arrive pas à utiliser mon intelligence. Là, ça me fait une belle jambe d'être intelligent. Guillaume, tu es très intelligent. Tu es très intelligent. Ça lui fait une belle jambe avec ça. Tu devrais lui donner une tablette. Parce que j'ai des parents et ils viennent me voir dans mon cabinet et ils disent « Mais mon enfant, regarde, c'est incroyable, à 2 ans déjà, il sait utiliser une tablette !» Ce qui serait inquiétant, c'est si à 2 ans, n'importe qui ne serait pas capable d'utiliser une tablette. Il ne faut pas être une lumière pour utiliser une tablette. C'est des jeux comme ça qu'ils ont pour 2 ans. Vous savez, il y a des bananes, des pommes, et puis avec le doigt on fait ça et ça les coupe en 2. Je ne pense pas que ça va éveiller son intelligence très très loin. Alors revenons-en à nos moutons. Ça ne marchait pas du tout. Alors là, il a fallu que je fasse le parcours du combattant. J'avais déjà fait le parcours du combattant enfant. Le parcours du combattant enfant, c'est quoi? D'abord, les parents, ils mettent les bouchées doubles. Le soir, les devoirs, on ne pense plus qu'à l'école, les devoirs, les problèmes scolaires, le mercredi, le samedi, le dimanche, et vous, c'est l'enfer. C'est comme un métier qu'on n'aime pas faire, qu'on est obligé de faire, que ça ne s'arrête pas dans la journée, ça continue le soir, c'est ce qu'on appelle les devoirs et les leçons. Tu continues ton travail le soir, tu continues le week-end, tu continues les jours fériés, tu continues pendant les vacances, il n'y a pas de vacances, on fait tous les jours, et en plus, tu n'es pas payé. Et quand ça ne marche pas, au bout d'un moment, les enseignants disent qu'il faut aller chez l'orthophoniste. Parce qu'il y a sûrement des problèmes autres. Tu vas chez l'orthophoniste, l'orthophoniste il dit non, il n'a pas de trouble du langage, il est intelligent, c'est juste qu'il y a quelque chose on fait le bilan orthophonique, on dit non, bon, on va faire quand même quelques séances pour essayer d'eux, ça n'aide pas mieux. Au bout d'un moment, on dit c'est parce que sûrement il ne veut pas apprendre. Il a un problème avec sa mère. Il est trop... En fait, il n'aime pas l'école parce qu'il a un problème qu'il est trop... avec sa mère. Surtout que c'est le fils aîné, j'étais le fils aîné, il y en a eu d'autres qui sont nés après, donc il a un blocage, il veut rester avec sa mère. Donc il faut aller chez le psychologue. C'est pas une critique des psychologues, c'est une critique de la société qui dit que les enfants ont un problème d'apprentissage, alors que c'est toute la société qui a un problème d'enseignement. C'est la première fois que je la sors, celle-là, il faut que je la note. Et c'est vrai, parce qu'un bébé qui naît, même on nous dit, un fœtus, il apprend. Des centaines de milliers de connexions se font chaque seconde. On apprend. En fait, au moment où on arrête d'apprendre, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé en face qui a créé le problème. Mais ça ne peut pas être l'enfant. Il est né pour apprendre. Les humains sont nés pour apprendre. C'est notre chose la plus... À part manger, il n'y a rien qui puisse nous motiver plus que ça. Mais une fois qu'on a mangé, on veut découvrir des choses nouvelles. Comment on fait? Comment ça marche? Poser toujours des questions. Bref, j'en étais où? Parcours du combattant, je l'avais fait comme petit déjà, le psychologue et tout ça. Plus grand, de nouvelles possibilités sont ouvertes à moi. Déjà, on m'a dit, va chez l'ostéopathe. Si tu as des tensions, tout ça, il faut aller chez l'ostéopathe, ton cerveau, ton corps, tes yeux, tu vas chez l'ostéopathe. De nos jours, les enfants, ils ont, dans le parcours du combattant, en plus, les semelles orthopédiques, l'appareil dentaire, les lunettes. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Le casque, oui, pour l'agiocéphalie, le casque pour les... Ça commence très jeune que ça. Hein. Les enfants ont des problèmes. Et en une génération, tout d'un coup, ça ne va plus. Les humains sont dysfonctionnels, il faut les corriger de partout. Donc je suis allé chez l'ostéopathe. Au bout d'un moment, l'ostéopathe a dit qu'il faudrait apprendre à se concentrer. Méthode Vitose. J'ai fait méthode Vitose. Au bout d'un moment, la dame, méthode Vitose, c'est super méthode Vitose, des exercices de concentration, relaxation. Elle a dit, c'est bien, mais je sens que votre cerveau est bloqué. Écoutez, j'ai entendu parler, ça y est, la conférence commence, d'un Américain qui vient de donner une formation, on était en 1989, qui s'appelle Brain Gym. C'est un Américain, un enseignant, qui propose des mouvements pour aider le cerveau. Vous avez 20 ans, ça ne vous en bouge pas un point. Des mouvements pour brancher le cerveau. Donc je suis allé, il y avait une kinésithérapeute à côté de chez moi qui avait, par chance, suivi cette formation avec ce Paul Ellison qui était venu pour une fois en France. Et elle m'a demandé de faire des mouvements croisés,
des 8 couchés. L'éléphant. Quand vous avez 20 ans, c'est... Ouvrir grand ses oreilles avant d'apprendre ses leçons. Ça vous laisse un petit peu dubitatif. Surtout que j'enseignais le ski, j'enseignais la planche à voile et tout, je suis quand même... Mais bon, vu que c'est l'ostéopathe qui m'avait envoyé faire la méthode Vitos, qui m'avait envoyé faire ce truc Brain Gym, j'avais la foi dans mon ostéopathe à la base. Et quelqu'un de bien, une vieille dame, tout ça, j'y croyais. À l'époque, elle avait 40 ans, elle était vieille parce que j'avais 20 ans. De nos jours, ceux de 20 ans sont bien jeunes, je trouve. C'est voilà. Ouvrir dans ses oreilles, faire des 8 couches. Et très bien plaisanterie, j'ai fait ces petits exercices. Tous les jours. Ah, religieusement, tous les jours. Les mouvements. Et je me suis rendu compte qu'au bout de quelques semaines, je mémorisais plus facilement. J'arrivais à pas trop perdre les pédales quand on essayait de m'expliquer l'accord du participe passé en genre et en nombre. Les pommes que j'ai mangées, c'est pas pareil que j'ai mangé des pommes. Ça commençait à se mettre en place. J'ai commencé, sans rien faire de nouveau, à avoir de meilleures notes. Enfin, rien faire de nouveau, a priori, j'apprenais plus facilement. Alors là, j'ai dit ça, j'ai souffert depuis l'âge de 6 ans. J'avais 20, 21, 22 ans, 23 ans. Toute mon enfance, j'ai souffert de ça. Toute ma jeunesse, j'ai souffert de ça. J'étais ostracisé. J'ai eu des choses à l'école. Je me rappelle un prof, il avait marqué « régularité dans la médiocrité ». C'est vrai. C'est vrai. J'ai jamais eu autre chose que 0 en orthographe. Donc, en fait, c'est pas vrai. Parce que quelqu'un qui aurait toujours 0 en orthographe, il serait nul. Parce que 0, ça veut dire nul. Et moi, j'avais moins 20, moins 15, moins 30. Donc, t'as nul et le sous-nul. Moi, j'étais sous-nul, régularité dans la médiocrité. Et avec ça, ne croyez pas, je faisais des dictées le soir, je faisais des dictées le mercredi, j'allais chez l'orthophoniste pour le complément d'objet direct et passer en genre... Ah, les devoirs de vacances. Mais en France, on a un adage, plus de la même chose. Quand quelque chose ne marche pas, il faut garder le même cap, mais plus la dose, plus la dose. Plus tu augmentes, ça ne marche pas, tu continues, mais plus. Ça ne marche pas, t'en fais plus. Jusqu'à temps que tu exploses. Et si tu exploses, on sait que psychologiquement, il y a un problème. Il devrait pouvoir... C'était terrible. Ah. Ça va? Vous m'entendez toujours? J'ai dit qu'il faut absolument que je rencontre ce Paul Denison. Parce que c'est ça que je veux faire, moi. Éducateur spécialisé, c'est bien. Ça m'intéresse de travailler avec les personnes en situation de handicap. Mais si je pouvais aussi aider ceux qui n'ont pas de handicap et qui vivent l'enfer que j'ai vécu, parce que moi, je le vivais comme ça. À l'âge de 20 ans, je ne pouvais pas rentrer dans une école sans transpirer, avoir des palpitations et des choses comme ça. C'est pas une blague. À l'âge de 20 ans, quand j'ai repris les cours du soir et qu'on me disait « prends le bled », le fameux bled qui m'a fait souffrir toute mon enfance, mais je ne pouvais pas l'ouvrir. Je ne pouvais pas ouvrir le bled. J'avais une phobie, ça me faisait des tremblements, des transpirations, et j'avais mal au ventre d'ouvrir un bled. Et de toute façon, j'essayais de lire une phrase et je ne comprenais rien. À l'époque, ils avaient changé, ils avaient mis des titres en couleur. C'était déjà un progrès. Ça ne changeait rien. Donc je dis, il faut que je rencontre ce Paul Denison. Il est américain, je suis allé aux États-Unis, il est allé en Allemagne, j'allais en Allemagne. Je suis devenu son assistant. Pour ça, il fallait parler anglais, il est américain. Donc j'ai commencé à faire l'anglais et puis à le traduire. Parce qu'en France, il avait juste donné un cours, mais je voulais qu'il donne d'autres formations, qu'il explique tout ce qu'il faisait. Et je l'ai accompagné en Belgique, en Suisse, en France. Je suis devenu son traducteur, son interprète. J'ai traduit ses manuels de cours et j'ai commencé à enseigner cette méthode. Et puis je suis devenu professeur de cette méthode et j'ai ouvert un cabinet où j'ai reçu des enfants en difficulté scolaire et puis des adultes en difficulté d'apprentissage. Et j'ai commencé à utiliser cette méthode. Mais c'est étrange, cette méthode, elle propose des petits exercices de gym qui sont censés stimuler nos compétences cognitives, nos apprentissages. Et moi, je posais toujours la question à Paul Denison, mais comment ça marche cette histoire de... Tu fais des mouvements croisés, tu fais les 8 couchés, et ça aide à mieux apprendre. Et il me disait toujours que c'est lié au développement de l'enfant. C'est lié au développement de l'enfant. Ces mouvements de Brain Gym aident au développement de l'enfant. C'est lié au réflexe archaïque. Paf, réflexe archaïque, ça m'a fait, c'est quoi ce truc? Tout le monde connaît les réflexes archaïques, mais quel est le rapport avec l'apprentissage? On m'a dit, il faut faire comme à la française, à la française. Non, je vais faire style, c'est mon premier-né. Tu sais, c'est ton premier-né. Premier-né, c'est comme un petit Jésus au sucre d'orge. Et puis t'es là, chut, vous ne bougez pas. Ça fait 1 heure que j'ai de l'endormir. Ça, c'est le premier-né. Deuxième-né. Deuxième-né. Troisième-né.
issu d'une famille de 5 enfants, ma mère, ils étaient 7. Quatrième né, tu le prends, tu le donnes à l'aîné, tu dis tiens, occupe-toi de ton frère, et tu vas t'occuper d'autre chose. Ah non, 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 mais c'est des histoires. Parce qu'en France, on est très. Est-ce que vous avez bien tous les appareils qu'il faut à la maison pour élever les enfants? Parce que. Vous savez, quand on fait le mariage, on peut faire des listes de mariage, mais quand vous avez un enfant, vous avez les gadgets. Ma fille, ça existe la liste de naissance. Il y a tout, il y a tout. Tout ce qu'on peut imaginer. Ma belle-sœur, elle a accouché il n'y a pas longtemps, et je vais chez elle, parce qu'elle avait des problèmes avec son enfant, vous allez comprendre, des graves problèmes avec son enfant. Et elle m'appelle, parce que je suis un grand spécialiste du bébé. Et c'est ironique, c'est ironique. Vous allez voir que c'est anodin. Mais comme on ne sait pas comment ça marche un bébé, on se fait toute une histoire de choses qui sont naturelles. Et elle m'appelle, elle dit oui, je suis en train de voir sur Amazon des choses pour mon bébé. Et elle voyait tous les trucs qui ont 5 étoiles ou 4 étoiles que les gens ils recommandent pour leur bébé. Et je dis, tu vas vraiment acheter tout ça parce qu'il y en a déjà pour 8000 € là. Elle fait, ah oui, oui, quand même. Mais c'est tous les trucs indispensables pour élever ton bébé. Parce que vous n'avez pas idée tous les gadgets qu'il faut. Moi, je dis, à part les charges de portage. Mais il n'y a rien d'autre. Le reste, c'est juste du commerce. Et on va y revenir parce qu'on va expliquer comment ça marche un bébé. Donc, où j'en étais avec ce bébé? Réflexe archaïque. C'est quoi, il est là dans sa bouche? Ah oui, c'est un bébé qu'on peut mettre une tétine. Et artisanal, je le sais. On connaît des réflexes. Réflexes archaïques. Par exemple, le pédiatre, à la naissance, il veut vérifier que votre bébé n'est pas trop cassé. Il va vérifier si son système nerveux fonctionne bien par un certain nombre de tests. Premier test, c'est pas sympa, il fait le test de Moro. C'est pour vérifier que le réflexe, son oreille interne fonctionne bien et donne des informations posturales. Alors il fait semblant de lâcher le bébé, discrètement. Alors, comme c'est un pédiatre, il prend un air style « je vais faire un test complexe, je vais soulever le bébé qui est placé en décubitus dorsal, je vais le tenir par ses membres supérieurs, ça veut dire bras décubitus dorsal en hauteur, ça veut dire sur le dos. Je vais le soulever par ses membres supérieurs et je vais subrepticement, mais néanmoins doctement, lâcher le bébé. Il fait ça, il lâche votre bébé d'un coup. En général, il le fait, c'est le premier, deuxième jour, vous êtes dans les vapeurs encore de l'accouchement, à l'hôpital, vous pouvez pas, vous avez la télé qui vous hypnotise depuis 2 jours. Vous savez pas ce qui vous arrive, tout le monde défile dans votre chambre. Il est beau, il est beau, il est beau. J'ai fait ce que j'ai pu avec ce qu'on m'a laissé faire, les jambes écartées, la péridurale de force, et tout. J'ai fait ce que j'ai pu avec moi. Si le bébé va bien, il va avoir peur. C'est un truc. Et il va faire et se refermer sur lui-même en position fétale. Il dit ça, il y a quelque chose qui ne va pas, je me remets dans le ventre de ma position fétale. C'est pas un truc psychologique, c'est un truc physiologique qui s'est développé comme ça, on est bien comme ça, on se remet en position fétale, d'où l'écharpe de portage dont je parlais, qui va recréer ce petit cocooning qui est très bien, qui est adapté au début, parce que l'enfant il est très en flexion, et progressivement on va développer ses extensions. Donc ça c'est chouette. Le réflexe de Moro fonctionne. C'est vrai, j'ai parlé d'enfants en situation de handicap, par exemple les enfants qui sont atteints de trisomie 21 ne vont pas avoir peur, ils ne vont pas présenter le réflexe de Moro dans la plupart des cas, ils ne vont pas réagir. Donc c'est un indicateur. Vous connaissez le réflexe de Babinski, on fait guider sur le pied du bébé, ses doigts partent en éventail. Tout le monde connaît le réflexe de marche automatique. On prend le bébé, on le penche un peu en avant. Oh, ne lâchez pas, ne lâchez pas. Oh, alors là, les parents disent, les pédiatres, ils sont forts. Hein. Il fait marcher mon bébé 2 jours après la naissance. Ce sont des réflexes archaïques. Ces réflexes sont des schèmes moteurs. Des schèmes moteurs. Un schème, c'est quoi? C'est un dessin, c'est un patron de mouvement. La marche ne nous sert pas tout de suite, mais va nous servir. Ah, c'est pas vrai, j'ai dit des bêtises. À chaque fois, je dis des bêtises. Ça va pas nous servir tout de suite. Bien sûr que si, que ça va nous servir tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait le bébé quand il sort du ventre de sa mère? Qu'est-ce qui va l'intéresser? De téter. Et vous êtes crevé, vous avez le bébé, là, on vous le met là, là. Qu'est-ce qu'il fait le bébé? Il n'attend pas que vous soyez prête pour... oh là 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 là. Il est programmé pour aller chercher à bouffer. Hein. Il va y aller, coûte que coûte, vaille que vaille. Il va y aller. Il va ramper vers vous. On dit la reptation, ça apparaît vers 6 mois. Non, 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 il rampe vers vous. Il lève sa tête. Il fait le pivet.
Vous connaissez le pivert? Il cherche le sein, il cherche le sein, il utilise la gravité. Il met tout son corps en fonctionnement pour aller vers le sein. Et là, c'est magnifique. Il a encore le cordon, hein? Normalement, encore le cordon, on lui laisse tranquillement, et au bout de 20 minutes, il va aller vers le sein, à peu près. Après, une fois qu'il a pu s'enraciner par là, que le cordon a fini de battre, on va couper, et on va faire des choses. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Il a plein de choses en lui. Et maintenant, je vais parler de 2 réflexes spécifiques, pour comprendre comment ces réflexes spécifiques ont un lien fabuleux sur l'apprentissage plus tard et sur nos conduites cognitives, émotionnelles et posturales. En fait, je vais vous expliquer comment ça se développe un petit homme et quel est l'impact de, non pas seulement la naissance, la vie fétale, la naissance, les premières années de vie, sur l'ensemble de notre vie plus tard. Et vous allez voir qu'on va retrouver cette constance chez tous les enfants en difficulté d'apprentissage. C'est-à-dire, ces enfants en difficulté d'apprentissage vont avoir des réflexes non intégrés, des réflexes toujours persistants. Je reprends le réflexe de Moreau. Je vous ai dit, si on fait semblant de lâcher un bébé, hop, il ouvre les bras, il pousse un cri et les jambes, et puis il se referme sur lui-même. C'est normal qu'il ait ça jusqu'à l'âge de 3 mois. Tous les bébés présentent ça, tous les bébés ordinaires présentent ça jusqu'à l'âge de 3 mois. Après 3 mois, le bébé, il rigole quand vous faites ça, il rigole quand vous faites ça. Et il ne présente plus le Moreau, normalement. Et il ne le présentera plus jamais. Sauf, plus tard, on verra si on vit sur une peau de banane, c'est une autre affaire. Sauf que, moi, je travaille avec des enfants en difficulté scolaire. Des enfants qui ont 7 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, qui viennent me voir parce qu'ils ont des difficultés scolaires. Et je me dis, on va vérifier si tous ces réflexes sont bien intégrés. Par exemple, le réflexe de Moreau, on a vu, c'est pour faire face à la peur. J'ai peur, donc je fais ça. On va voir pourquoi il fait ça. Pourquoi quand on a peur, on fait ça. Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on fait ça? Je vous donne tout de suite la réponse, c'est pour chercher à s'agripper à quelque chose. Si ma mère me lâche, je m'agrippe à ses cheveux, à ses vêtements. Si je tombe sur la peau de banane, je vais glisser, aller et utiliser le réflexe de Moreau pour aller chercher le soutien à l'extérieur et autre chose. Le réflexe d'agrippement. Les bébés, ils ont un réflexe d'agrippement très fort, de préhension, et on peut même les soulever. Donc quand je vais tomber sur une peau de banane, glisser sur une peau de banane, mon réflexe de Moreau se réactive, il n'avait pas donc complètement disparu, je vais aller à l'extérieur, mes mains vont chercher à agripper quelque chose, et ça nous arrivait de se promener à côté de quelqu'un, glisser, pardon, j'ai perdu l'équilibre, donc j'ai activé mon Moreau, mon réflexe d'agrippement. Donc ça c'est très utile. Un réflexe, comme l'indique son nom, c'est quelque chose de réflexe, j'ai pas réfléchi, je tombe, je mets les mains, c'est un réflexe, ça s'appelle réflexe de parachute. Ou soutien des mains, dans les livres des docteurs. Parachute, c'est plus parlant. Si je tombe en arrière, je mets les mains là. Mais dans la vie de tous les jours, mon Moreau, j'en ai pas besoin. Je marche pas en faisant contrairement au petit bébé qui va commencer à faire ses premiers pas, qui réactive un peu son Moreau. Mais nous, on a pris confiance en nous, on n'en a plus besoin. Dans mon cabinet, dans nos cabinets, nous qui travaillons avec les réflexes, on s'aperçoit que les enfants de 10 ans, pas tous, certains enfants, certains adultes, ont toujours un réflexe de Moreau très présent. C'est-à-dire, si on leur demande de mettre les bras devant eux, et qu'on fait semblant de les lâcher, mais un tout petit peu, en leur disant « je te rattrape, je te lâche pas, je vais juste te lâcher sur 2 cm, je suis juste derrière toi ». Et je fais hop, un petit, mais tout, ils activent le Moreau, très fort, comme un petit bébé qui vient de naître. Bien sûr, si vous êtes dans une salle de classe, et que votre Moreau a tendance à être actif en permanence, le moindre bruit, la moindre stimulation physique ou émotionnelle fait que vous êtes sur le qui-vive. Et si vous êtes sur le qui-vive, vous ne pouvez pas utiliser votre cognition, vous ne pouvez pas vous concentrer, vous ne pouvez pas apprendre. Et on va s'apercevoir que nous avons tous plus ou moins bien intégré nos réflexes, et que chaque réflexe non intégré, c'est comme un caillou dans la chaussure. Je vous explique l'histoire du caillou dans la chaussure. Vous connaissez, il y a une histoire drôle avec quelqu'un qui a des bananes dans les oreilles. C'est quelqu'un qui a une banane dans les oreilles, et puis il y a quelqu'un d'autre qui s'approche et dit « Monsieur, monsieur, vous avez des bananes dans les oreilles ?» Et lui, celui qui a les bananes dans les oreilles, il ne réagit pas. L'autre lui dit « Monsieur, monsieur, vous avez des bananes dans les oreilles ?» Et une troisième fois, il fait « Monsieur, monsieur, vous avez des bananes dans les oreilles ?» Et l'autre, il fait « Excusez-moi, je ne peux pas vous entendre, j'ai des bananes dans les oreilles. » Pourquoi, c'est quoi cette histoire de bananes dans les oreilles? Ça sert à rien de parler à quelqu'un qui a des bananes dans les oreilles.
Et ben, vous allez voir que la plupart des gens, ils ont des bananes dans les oreilles, ils ont des lunettes noires devant les yeux, et ils ont des cailloux dans la chaussure. Vous avez déjà eu, moi des fois je me promène, il y a des petits cailloux des tout petits cailloux dans la chaussure. Vous marchez, un petit caillou qui rentre, un tout petit caillou. Ça vous embête sacrément, hein. Vous pouvez plus marcher, il y a un petit caillou dans la chaussure. Et puis votre... Quoi, qu'est-ce que tu fais? Ah bah attends, après on va finir en... T'as raison, tu fais bien. Alors après quelqu'un il te parle, mais tu peux pas parce que tu as le caillou dans la chaussure, tu es concentré sur ce caillou dans la chaussure, il t'embête, il te fout ta vie en l'air ce caillou dans la chaussure. Il y a une variante, c'est les framboises. J'adore les framboises. Il y en a, ils adorent les sushis, il y en a, ils adorent les framboises. Mais tu peux suivre une conférence de Paul Landon, aussi drôle que ce soit, avec le qui dit ça me fait chier ce truc. Vivement ce soir que je retrouve mon fil dentaire. Ah, j'aurais pas dû couper cette satanée framboise. Vous avez jamais fait ça? C'est rien, tu trouves un petit miroir là. Rien, doit rien. Pareil, t'enlèves ta chaussure, tu renverses, il n'y a rien qui est sorti, il n'y a rien que tu le remets. Ah, il est encore là, il doit être dans la chaussette. Vous avez une petite épine dans le pied, tu vois quelque chose, toi, tu vois rien. Non, ah, mais il y a bien quelque chose. C'est quasiment invisible, mais ça nous fout la journée en l'air. Où est-ce qu'il va avec son histoire de bananes, d'épines et de framboises? On a tous des tas d'épines dans le pied, surtout les enfants en difficulté scolaire, en échec scolaire. Ils ont des épines dans le pied, ils ont des bananes dans les oreilles, ils ont des... Mais ils ne le savent pas parce qu'ils vivent avec depuis qu'ils sont nés. Alors ils ne s'en rendent pas compte. Mais imaginez, vous avez un caillou dans la chaussure, et puis vous allez au cours de course à pied. Course à pied. Cours! Et bien vous êtes un prof de course à pied, tu as un problème, toi. Mais fais un peu mieux de la course à pied, fais des exercices. Alors, écoute, tu as vraiment un problème, il faut que tu ailles chez l'ostéopathe, chez le kiné, il a toujours son problème, c'est personne à regarder dans sa chaussure. Il a un problème, c'est vrai psychologique, il faut aller au spicologue. On va chez le spicologue, il dit, tu as un problème, tu refuses de marcher. Tu as un problème avec la marche, tu refuses la bipédie, tu refuses de t'assumer comme être humain. Vous avez raison. C'est exactement ce qui se passe avec les problèmes d'apprentissage. C'est ça que je suis en train de dire. Tu as un problème d'apprentissage, c'est pas que tu as un problème d'apprentissage. Il y a quelque chose en toi qui t'empêche d'apprendre. Tout le monde a envie d'apprendre. Alors, au lieu de changer les méthodes pédagogiques à tout prix, c'est bien les méthodes pédagogiques, il vaut mieux avoir des bonnes méthodes pédagogiques. Il faut aussi s'occuper de est-ce que l'enfant a les yeux branchés, les oreilles branchées, les réflexes ne mettent pas des cailloux dans la chaussure. Alors on va expliquer les réflexes qui mettent des cailloux dans la chaussure. Je vais vous en parler de deux. On est ici, c'est jusqu'à midi, mais on fera une pause, on ne peut pas tenir comme ça jusqu'à midi. Si. Alors, les bébés dans le ventre de sa mère. Pas encore le capable. Je suis encore au ventre de la mère. Ça finisse. Ce que j'adore, c'est aux femmes enceintes. Là, au stage, il y avait une femme enceinte. Tout le monde ne peut pas s'empêcher d'aller voir la femme enceinte et de lui raconter des super histoires de femme enceinte. Et des histoires, même ta mère, elle a fait le truc. Sa mère, elle est ostéopathe. Sa mère, elle est ostéopathe, elle est mariée à un ostéopathe, ils ont fait des ostéopathes. Et elles-mêmes sont mariées, pas elle et sa sœur, mariées avec des ostéopathes. Qu'est-ce qu'ils se racontent en famille? Des histoires d'os. T'as vu, ils ont découvert une nouvelle attache sur l'os pyrrhoïdien interne. Oui, j'ai vu ce nouveau muscle qu'on a découvert. Tu sais quel est l'impact de ce muscle sur le pyrrhoïdien interne? Non, et toi? Et son pauvre mari, qui n'est pas ostéopathe, on aurait une famille, Bref, vous avez une femme enceinte, et elle arrive, elle dit « Ah ouais, t'as prévu d'accoucher comment ?» Bah, comme on me laissera faire. Hein. Ma fille, elle vient d'accoucher, elle est chez l'obstétricien, sienne en l'occurrence, pour dire c'est pas que les hommes, hein. C'est aussi un métier ouvert aux femmes. Et les femmes peuvent aider à accoucher, enfin empêcher à accoucher, comme les hommes le font. Et elle lui a dit « C'est quoi ton projet de naissance ?» à ma fille, c'est quoi ton projet de naissance? Ma fille, elle a dit, bah, je voudrais accoucher naturellement, sans péridurale, s'il vous plaît. Et le docteur a fait, non mais sérieusement, c'est quoi ton projet de naissance?
La fille a dit, bah, j'aimerais bien accoucher sans péridurale, tranquillement. Comme à la maison, mais à l'hôpital, pour la sécurité. Elle a dit non. Bon, de toute façon, les femmes qui ne veulent pas de péridurale, c'est celles qui le réclament en premier. Donc vous aurez la péridurale, pour le reste, c'est quoi votre projet de naissance? Ma fille s'est levée, s'est barrée, déjà accouché à la clinique. Là, elle a eu sa péridurale quand même. C'est le protocole. Pourquoi je parle de ça, moi? Parce que j'ai un bébé dans le ventre et j'ai hâte qu'il sorte. Vous croyez que le bébé, il fait rien dans le ventre? Il fait des choses. Il donne des coups de pied. Vous croyez qu'il donne des coups de pied, c'est anarchique comme ça? Non, 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 non. Il donne des coups de pied organisés, ça porte un nom scientifique, réflexe tonique asymétrique du cou. Du côté où la tête est tournée, il va étendre le membre supérieur ou inférieur. Donc le bras ou la jambe, ça veut dire. Donc je ne vous fais pas la version de tête en bas, je vais vous faire la version de tête en haut, c'est déjà bien au début. Il est comme ceci, en position fétale, et quand il va tourner sa tête, il va étendre. Paf! Paf! Alors soit membre supérieur, paf! Soit membre inférieur, paf! Soit les deux, paf! Paf! Mais que du côté où la tête est tournée, ça marche pas. Attention, ça c'est très dur. Non, je peux pas le faire, Ben non, parce que si je le fais, paf! Ça marche pas comme ça. Passe-moi le sel. Ça peut pas marcher. C'est comme ça. Il s'entraîne déjà à la coordination oculomotrice, c'est ça que ça veut dire. Du côté où la tête est tournée, j'étends le bras. Quand vous l'avez plus tard et que vous conduisez, c'est très embêtant. Les mains suivent, vous regardez là, vous êtes droit, votre femme vous parle, votre mari vous parle, vous faites ça, et hop, la voiture part avec. On dirait qu'il téléphone. Non, non, il téléphone pas, il a juste un réflexe tonique asymétrique du cou, toujours présent. Il y a un autre réflexe qui est très... Je vais juste évoquer ces deux réflexes, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe pendant l'accouchement et qu'est-ce qui se passe pendant les premières semaines de vie avec ces réflexes et comment ça va impacter l'enfant dans ses apprentissages plus tard. J'en parle de deux, mais le bébé, il en a 70 à peu près réflexes. Donc moi je travaille dans mon cabinet avec 38 réflexes et chacun de ces réflexes, il a une incidence spécifique au niveau cognitif et ou émotionnel et ou postural. L'organisation de la posture, de la marche, etc. Donc il y a toute une science des réflexes. Voilà. C'est pas la réflexologie. Hein. C'est bien aussi, mais c'est pas la même réflexologie. Un autre réflexe s'appelle le réflexe spinal de Galland. Le réflexe spinal, ça veut dire colonne vertébrale. De Galland, c'est le monsieur qui l'a inventé, c'est vrai que c'est Galland ce réflexe-là. Quand on touche à côté de la colonne vertébrale d'un bébé, il gigote comme ceci. Il fait ce mouvement-là. Hop! Hop, une inclinaison latérale, il fait ça. On touche de ce côté de la colonne, il fait ça. On touche de l'autre côté, il fait ça. Et on recommence. Et quand il est dans le ventre de sa mère, c'est ça qui va faire qu'il gigote un petit peu, et même qu'à un moment donné, quand son réflexe se développe à fond, il va se retourner. Ça va le faire se retourner. C'est grâce à ce réflexe de Galland. Et quand la maman, surtout, va avoir des contractions, ça va faire gigoter le bébé. Et comme il a la tête en bas, ça le fait progresser dans le canal de la naissance. C'est très pratique. Alors on pourrait dire que le réflexe spinal de Galland, c'est l'accélérateur de l'accouchement. Quand la femme a les contractions, en général vers 2-3 heures du matin, tranquille, parce que les bébés, ils veulent accoucher, c'est pénal. J'ai suivi une petite formation avec Michel Audin, j'ai entendu parler de Michel Audin, et il dit que les conditions pour l'accouchement devraient être similaires à celles dans lesquelles on a conçu le bébé. Quand vous concevez le bébé, et vous avez quelqu'un qui rentre dans la pièce, ça va, l'érection se passe bien, monsieur? Madame sent que l'orgasme va arriver. Oui, oh, je sens que ça vient. Ne bougez pas, monsieur, changez pas de rythme. Madame, continuez à garder les cuisses écartées. Le réflexe d'éjection spermatique va bientôt se produire. Allez-y, chauffez, chauffez. Il n'y a aucune chance pour que ça arrive. Il dit, mais pourquoi on fait ça aux femmes qui veulent accoucher? Parce que c'est la même chose. Il faut laisser son corps faire, il faut lâcher. Et puis il y a quelqu'un qui rentre de 5 minutes. Oh, bah, oh, non, 5 cm, ça va être encore long et difficile. Ça va être long et difficile. On n'est pas rendu, on n'est pas rendu. Puis à côté de ça, il y a le papa, il s'emmerde, il ne sait pas pourquoi il est là. C'est parce que c'est les psys, ils ont dit qu'à un moment donné, il fallait que le papa soit là. Et comme les papas, ils aiment les gadgets, ils regardent autour d'eux. Parce qu'ils s'emmerdent, il ne va pas faire style joli journal quand même. Bon, de nos jours, il utilise le téléphone quand même, il fait des vidéos et tout en direct live sur Facebook, parce que ça aide pour détendre la mère, de se sentir bien, entouré, psychologiquement. Et puis il voit le monitoring. Alors le monitoring, c'est juste des petits numéros, et puis comme les papas savent les numéros, il fait... Putain, celle-là, elle va être grosse. Accroche-toi chérie, on a une bonne qui arrive là. Je ne sais pas si vous avez déjà été piqué par une aiguille, c'est rien d'être piqué sur une aiguille, mais si quelqu'un dit « mets ton doigt comme ça, je vais piquer avec une aiguille »,
Donc, je ne dis pas qu'une contraction, c'est rien par rapport à une aiguille. Mais déjà, s'il y a quelqu'un qui dit « Oh, elle arrive, oh, ça va faire mal, oh, oh, 200 Vous êtes... Oh oui, je sens qu'elle arrive, ça monte. Accroche-toi, chérie. Parce qu'ils seront utiles. Et la technologie, il faut l'utiliser. Le bébé, il est à l'intérieur, il n'est pas passif. La contraction arrive, son corps va absorber la contraction. Non, il ne va pas absorber la contraction et venir tout bout. Il va au contraire réagir. La mère accouche, pendant ce temps-là, le bébé naît. Et il y a une communication qui se fait entre le corps de la mère et le corps du bébé. Il y a tout un tas de réflexes qui vont aider le bébé à venir au monde. Le réflexe de Galland, pour commencer. Le réflexe de Galland va stimuler l'avancée dans le canal de la naissance. Mais il ne faut pas aller trop vite. Mesdames, vous savez à quel point votre périnée est précieux. Si ça va trop vite, il va y avoir la rééducation. Mais pour le bébé aussi, si ça va trop vite, son crâne, il va morfler. Déjà, le crâne d'un bébé qui naît, c'est prévu pour. Hein. Mais si ça va trop vite, si les contractions sont trop fortes, trop violentes, incontrôlables, comme si par exemple on faisait une injection d'ocytocine de synthèse qui fait partie du protocole, à ce moment-là vous avez donc des contractions violentes et répétées et incontrôlables. C'était pas le sujet de la conférence. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que le corps du bébé, il ne va pas pouvoir s'adapter à ça. C'est ça qui est dommage, parce qu'il y a un frein quand même. Il y a un frein, c'est prévu. Il y a l'accélérateur, c'est le spinal de Galland, la colonne vertébrale fait ça. Mais il y a un frein. Quand la tête s'engage, elle tourne. Elle doit tourner parce que notre bassin, il n'est pas juste rond, il est ovale. Donc la tête du bébé, elle doit tourner une première fois, puis une deuxième fois, parce qu'il y a deux parties dans le bassin, le grand bassin et le petit bassin. Et là, le troisième détroit, parce que le bébé passe par trois détroits, c'est le fameux périnée. Donc pour votre périnée, il ne faut pas que ça aille trop vite. Pour le crâne du bébé qui va être déformé, il ne faut pas que ça aille trop vite. Il faut que le bébé il passe par ces différents détroits. Donc vous savez que sa tête va tourner. Mais il s'est programmé depuis des semaines et des semaines le réflexe asymétrique du cou. Quand la tête tourne, j'étends le bras et la jambe. Donc si ça tourne vite et que les contractions sont trop fortes, violentes et répétées, ça tombe bien, c'est prévu quand même. La tête rentre, tourne. Mais si ça va trop vite, il veut étendre le bras et la jambe. Mais il ne peut pas, parce qu'il est en position fétale, complètement coincé dans le bassin. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se dilate et il pousse sur les os du bassin et il freine. Il dit « Wow, le périnée de ma mère. Wow, je veux pas qu'elle ait des fuites après et tout, c'est moi qui voudrais changer les couches. » Non, parce qu'ici on fait hygiène naturelle, il n'y aura pas de couches à changer. Dans Besançon, les enfants nus, cul nus dans la rue, c'est bien. C'est merveilleux. Il y a une partie du corps du bébé qui aide à avancer et une partie du corps du bébé qui aide à freiner si ça va trop vite. Si c'est pas assez rapide, ça va s'accélérer plus en bas. Si c'est trop rapide, ça va freiner plus en haut. Et donc il y a vraiment une collaboration entre le corps de l'enfant et celui de la mère. Le corps de la mère et celui de l'enfant. Et c'est merveilleux. Et c'est merveilleux. Ça, c'est de réflexe. Mais le réflexe de Babinski, du pied, va utiliser. La reptation va être utilisée. Des réflexes de Pérez pour redresser la colonne vertébrale. Parce que s'il y a des contractions et que le bébé s'arrondit, il va absorber, il va re-rentrer dans le ventre de sa mère au lieu d'aller vers la sortie. Donc il y a des réflexes qui font étendre la colonne vertébrale, il y a des réflexes qui vont faire ériger la tête pour passer après le pubis. Ce sont des réflexes. Et ces réflexes, si on prend le bébé qui vient de naître, on peut les refabriquer en quelque sorte, parce qu'il s'est entraîné avant, il va les garder pendant quelques temps. Donc on peut faire un toucher spécial sur la colonne et on redéclenche le réflexe de redressement de la colonne, on fait à droite et à gauche pour le galon, on fait un truc et on a la tête, on a plein de réflexes, le pied, etc. Il y en a plein. Qu'on ne voit pas, par exemple, chez les grands prématurés. Parce que leur corps, c'est pas encore programmé pour l'accouchement, il finit les organes, il finit des choses, et donc ils n'ont pas encore tous les réflexes dans le corps pour naître. Par exemple. Bon, on va aborder le sujet qui nous intéresse. Les réflexes sont utilisés au moment de la naissance, mais ils vont servir encore. Ils vont servir encore pendant des semaines. Le réflexe tonique asymétrique du cou, mais c'est merveilleux pour le bébé. C'est merveilleux pour le bébé. Du côté où la tête est tournée, je prends le bras et la jambe, je fléchis le côté opposé. Ça, c'est une position dans laquelle il va passer beaucoup de temps. Je peux agripper, là. Si quelqu'un me présente un petit hochet, je vais faire un, je vais l'attraper. C'est un réflexe. Le bébé ne va pas faire ça. Il va se mettre dans cette position, on va passer beaucoup de temps dans cette position-là. On le retrouve chez nous quand on veut dormir. Quand on veut dormir, on veut inhiber la symétrie du cou. Désolé pour le micro, mais ça va faire ça. On va fléchir du côté où la tête est tournée pour inhiber la symétrie du cou. Ça vous aide à dormir, c'est parfait. Ah, c'est bon, ça vous j'ai fini. Et alors le bébé veut se retourner plus tard. Quand il veut se retourner, qu'est-ce qu'il va faire?
il voit quelque chose qui l'intéresse là. Ça a fléchi de l'autre côté. Oh! Et ça, là, ce que je suis en train de mimer, c'est à 3 mois que ça apparaît, ça s'appelle le réflexe de Landau. C'est le réflexe où il redresse le haut du corps. Plus tard, à 6 mois, il va placer les mains et faire un autre réflexe qui s'appelle, c'est qu'il faisait, il est parti tout à l'heure, le réflexe de symétrique du cou. Des tas de réflexes se mettent en place pour aider l'enfant à faire des choses. Regardez bien. Pour l'enfant, ce qui le passionne le plus, c'est la mise en bouche. C'est téter. Il explore tout le monde à travers la bouche. Alors, je suis ici. Quelqu'un me met un jouet, je fais ça. Premier réflexe, réflexe tonique asymétrique du cou. Une stimulation visuelle ou auditive, un petit hochet, on fait tourner la tête. C'est moi aujourd'hui la star. Toi, tu as déjà 2 parents qui t'admirent, ça suffit. Voilà. Tu reviendras quand t'as. Ça, c'est le 4 pattes. On reviendra. C'est bien, c'est bien. Quel âge il a? Parfaitement dans les statistiques. 9 mois. Ça, on ne peut pas faire mieux. Avant, ce serait un peu trop tôt. Après, il commence à avoir du retard. C'est grave, il faut aller chez le psychomotricien. Il est dans le parfait. Si tu vas chez le pédiatre, il te demande oh, c'est bon. Et pour les vaccinations, ça donne quoi? J'ai rien dit. Il mange bien, il dort bien, et il fait ses vaccinations. J'ai fait le pédiatre, c'est tout. Bon, 1, réflexe tonique asymétrique du cou. 2, il va agripper la chose qu'il a attirée. On note bien que ce qui l'a intéressé, c'est soit visuel, soit auditif. Donc il a tourné la tête. Il agrippe. Deuxième réflexe. Il ne fait pas exprès d'agripper. On peut le soulever, le bébé, c'est un réflexe. 3, il va tirer à lui. C'est un autre réflexe. Traction des bras. Si on prend le bébé et qu'on l'amène par là, il ne va pas faire ça. Un bébé tout jeune, de quelques semaines, il ne va pas se laisser tout mou comme ça, sauf s'il a un handicap. Il va tirer ses bras, fléchir ses coudes et relever sa tête. Même de quelques semaines. Ça s'appelle réflexe de traction des bras. Spontanément, il fléchit ses bras, il n'est jamais tendu et il redresse sa tête. C'est un autre réflexe. Il attire les choses à lui. Ça va appuyer dans sa main. Et quand on appuie dans la main d'un tout petit bébé, il ouvre la bouche. L'autre, les deux à la fois. Et il tire la main. Pour attraper le sein, parce qu'il est programmé pour ça. Regardez bien, premier réflexe asymétrique du cou. Deuxième, traction des agrippement. Troisième, traction des bras. Quatrième, ça lui fait ouvrir la bouche. Et cinquième, enfin la succion. Parce que c'est le but. Et il va explorer sa sphère orale grâce à tout cet ensemble de réflexes. S'il manque un des réflexes ici, il n'est pas capable soit d'agripper, soit d'amener, soit tout simplement de tourner la tête. Et ça va commencer à créer des difficultés d'apprentissage, entre guillemets. Puisqu'il apprend autour de sa bouche, il explore le monde avec sa bouche. Et puis il va se retourner à un moment donné grâce au réflexe tonique asymétrique du cou, c'est très pratique du côté où la tête est tournée. J'étends le bras, je fléchis le côté opposé. Ah, c'est grâce à ce réflexe. Et je suis ici, je tourne la tête de l'autre côté, j'étends le bras du côté où la tête est tournée, je fléchis l'autre côté, je suis retourné. Merci le réflexe tonique asymétrique du cou. Quand est-ce que je le développe à fond? C'est là où ça devient passionnant. Quand je donne le sein. Quand je donne le sein, enfin quand... La mère ou une autre femme qui a du lait, peu importe, la mère, autrefois ça pouvait être n'importe qui d'autre qui avait du lait, voilà, pour faire toute une histoire, tu pourrais donner à votre enfant, ça serait tout aussi content. Du côté où la tête est tournée vers moi, j'étends le bras et la jambe, l'autre côté est bloqué. Qu'est-ce qui se passe quand je donne le sein à mon enfant? Cet œil-là, il va aller du mamelon, fascinant ce coup volant, aux yeux de ma mère. Et c'est le plus loin que je puisse voir. Après, c'est flou. Le plus loin, c'est flou. Donc, il va faire un seul œil, comme s'il avait un patch, il fait proche, loin, proche, loin, proche, loin, proche, loin. Mais en coordonnant sa main. Donc, il fait des trucs avec sa main. Il vous malaxe le sein, mais où il adore, c'est à utiliser son réflexe d'agrippement avec les cheveux. C'est comme ça qu'on reconnaît les jeunes mères, cheveux longs, et les mères qui ont déjà eu plusieurs enfants, cheveux courts. Plusieurs enfants. Le premier, parce que sinon, lâche, bébé, lâche. Je peux pas, c'est un réflexe, lâche. Qu'il est mignon, lâche. C'est réflexe d'agrippement. Donc il fait ça avec sa main. Ça veut dire que, et surtout, vous lui parlez. Oh, mon plus beau bébé du monde, le plus joli bébé du monde. Vous lui parlez.
Ça veut dire que pendant qu'il tète, il active cette oreille, cet œil, ici gauche, 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 activant son hémisphère droit. Les gens disent, ça parlait de brain gym, c'est là où on y vient. Hémisphère droit. Puis, l'autre œil, l'autre oreille, l'autre bras, l'autre jambe, on active l'autre hémisphère cérébral. Et on alterne. Donc on fait un simple, l'autre simple, c'est pour ça que les femmes en ont deux, parce que les petits bébés ont 2 yeux, 2 oreilles, 2 mains, 2 pieds, donc ils alternent. Et puis après, il intègre tout ça en dormant. Il intègre. Et quand il se réveille, et c'est reparti pour un tour. Il veut activer son hémicorps droit, son hémicorps gauche, son hémisphère droit, son hémisphère gauche, et il intègre. Tout ça, c'est la phase du réflexe tonique asymétrique du cou. Ça tombe bien, l'OMS préconise l'allaitement exclusif pendant 6 mois. Et le réflexe tonique asymétrique du cou dure 6 mois. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer après. Après, on peut continuer, bien entendu. Il recommande même de continuer l'allaitement jusqu'à l'âge de 2 ans. C'est bien. C'est bien. Mais exclusif jusqu'à 6 mois. On alterne. Cette alternance va activer les 2 yeux, les 2 oreilles, parce qu'on parle à cette oreille, enfin, on parle où il entend avec cette oreille, on parle où il entend avec cette oreille, activer un hémicorps, l'autre hémicorps. Il fait donc des mouvements qu'on appelle, c'est un jargon compliqué, ipsilatéraux, ou homolatéraux. Un côté, séparé de l'autre. Sauf que là, je vous fais un mouvement moteur par définition, mais lui, il active son œil et son oreille d'un seul côté, puis son œil et son oreille de ce côté-là. Il développe la conscience de sa ligne médiane. S'il n'a pas bien développé ça, comment voulez-vous plus tard qu'il puisse lire, puisque lire implique de croiser la ligne médiane, d'avoir bien développé cette conscience de ligne médiane, d'avoir développé un œil puis l'autre œil, et de passer d'un œil à l'autre, d'un œil à l'autre, d'une oreille à l'autre. Parce que si je suis assis ici dans la salle de classe, les sons arrivent par cette oreille. Là, c'est presque pas tenu compte par le cerveau. C'est pourquoi on tourne la tête quand quelqu'un nous parle. Sinon, on pourrait dire continue à parler. Non, 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 pas continuer à parler. Dès que quelqu'un nous parle, on tourne la tête pour avoir audition binaurale, c'est audition binaurale. Mais non, l'enfant il est en classe, alors il veut, il n'y a pas de chance, il est là. Il est là. Son réflexe tonique asymétrique du cou. Bon. Mon oreille dominante c'est celle-là. La maîtresse est là, il faut que je fasse ça. Non mais tiens-toi correctement. Mon oreille dominante c'est celle-là. Pas de chance, mon œil dominant, c'est celui-là. C'est à cause que ma mère, elle m'a pas donné ça quand j'étais petit. Je n'ai pas croisé la ligne médiane comme il fallait. Reste tranquille! Qu'est-ce que je viens de dire? Je sais pas, j'ai mon oreille dominante qui est là-bas. Je peux te dire qu'est-ce qu'il a dit, celui qui est derrière. Dans mon cabinet, je prends les enfants. Premier test, je dis mettez 2 pieds l'un contre l'autre. Mettez bras devant toi, retenez ça, retenez ça. Vous allez rentrer chez vous ce soir, tous vos enfants. Les enseignants, tous les enfants, vous faites ça dans votre classe. Bras souples, c'est pas difficile. Écoute la consigne, c'est un truc que vous savez dire les enseignants, écoute la consigne. C'est très compliqué, concentre-toi. Tu ne dois pas bouger tes bras et je vais tourner ta tête. Pas, attention, pas comme ça, parce que si les bras sont rigides, ça bloque toute la posture. Bras détendus. Je vais prendre ta tête, je vais tourner ta tête d'un côté. Tu bouges pas tes bras! Vous mettez derrière l'enfant, vous à côté, devant, parce que vous êtes grand. Vous prenez sa tête et vous lui tournez lentement la tête. Et lui, il ne doit pas bouger ses bras! S'il a bien intégré son réflexe tonique asymétrique du coup, c'est pas lui. Il ne faut pas lui dire tourne ta tête. Il faut lui tourner la tête. Parce que c'est une histoire de réflexe. C'est pas la motricité volontaire. Mais dans mon cabinet, vu qu'on m'avait que les enfants en difficulté scolaire, voilà ce que je vois. Tu bouges pas tes bras, tu bouges pas tes bras. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bouge. Et la maman. Mais fais ce que dit monsieur Landon! C'est déjà tout. À l'école, fais ce que dit la maîtresse! Et qu'est-ce que tu dit monsieur Landon? Bouge pas tes bras, tu fais exprès ou quoi? Ah mais chez le psy, toi! Mais alors, imaginez! Mais oui, oui, je suis programmé comme ça dans le ventre de ma mère. Mais il se trouve que pour des tas de raisons, j'ai gardé ce réflexe asymétrique du cou. C'est peut-être un manque d'allaitement, c'est peut-être un problème d'accouchement, c'est peut-être c'est peut-être n'importe quoi, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que je l'ai toujours. Je l'ai gardé, c'est un programme moteur que j'ai gardé. Alors je suis à l'école, je vais écrire. Je vais écrire sous ce petit dépliant.
Pas sur Pierre Rabhi, ils vont dire que c'est... Je vais me faire exclure de l'association des colibris. Du côté où la tête est tournée, j'étends le bras et la jambe. Je fléchis le côté opposé. Vous remarquez la jambe entourée autour de la chaise. Mieux, mieux. Là, ça va, ma tête est là. Mais dès que je commence à écrire, alors je me remets dans la position du bébé qui tète. Il ferme un œil, il ferme une oreille pour utiliser qu'un seul côté. Vous croyez, il est fatigué, vous croyez, oh, est-ce que ça puisse tenir et tout. Non, il est juste en train de têter sa mère. Alors ce bras, il gêne un peu, alors on peut le coincer là parce que... Et moi, je suis en train de trouver ma posture, je me mets dans les starting blocks, les autres, ils commencent à écrire déjà ce qu'il y a au tableau, hein. Moi, j'ai pas commencé. Et puis au moment où je suis à fond, tu vois, je suis à fond, j'ai trouvé la posture, j'ai bloqué la jambe, j'ai bloqué l'œil et l'oreille. Il y a l'autre à côté, il a besoin d'une gomme, je sais pas quoi, il fait toc toc toc. Toi, du côté où la tête est tournée, t'es fait. Dame, il m'a tapé, il m'a renversé ma trousse. C'est pas moi. C'est vrai, c'est pas à moi parce que c'est pas la motricité volontaire. Donc c'est pas à lui intentionnellement, c'est pas à moi. C'est madame, je l'ai vu, c'est lui. C'est pas à moi. Alors, le soir après, on a convoqué madame Landon. Madame Landon, votre petit Paul, il est pas que les autres. Il a manque de coordination. Il faudrait qu'il fasse des activités motrices pour se faire du bien. Comme par exemple quoi? Par exemple, le tennis, c'est bien parce qu'en ce moment, c'est Roland Garros, tout le monde veut... Ben, en ce moment-là, mais admettons, c'est vers le mois de mars-avril, je sais pas quand c'est la Roland Garros. Alors là, quand c'est Roland Garros, tu veux faire Roland Garros. Si c'est pendant la période de football, tu veux faire le football. Si c'est la période de... Si c'est le javelot, tu veux le javelot. Alors, je suis droitier. Avec un réflexe tonique asymétrique, du coup. Pour les coups droits, pas de problème. Du côté où la tête est tournée, j'étends le bras et la jambe. Pour les coups gauches, le revers donc, il n'y en aura pas. Ça va pas être possible, ça va pas être possible, ça va pas être possible. Ou alors, je l'ai vu, je l'ai vu. Et je l'ai vu, et je l'ai vu. Changer de main au milieu de la ligne médiane, pour pas croiser la ligne médiane. Mais c'est ce qu'ils font quand ils font ça. Quand ils décalent le cahier, vous le remettez, ils le redécalent, ils le remettent, ils le redécalent. Même ils font la feuille à l'envers, comme ça. C'est pour éviter le réflexe. Enfin, c'est pour éviter. C'est parce qu'ils fonctionnent avec un réflexe tonique asymétrique, du coup, qui doit durer que jusqu'à 6 mois, mais ils l'ont toujours présent, ils l'ont conservé, ils l'ont gardé. Et du coup, je ne peux pas croiser la ligne médiane. Donc je mets tout d'un seul côté. Et je bloque un côté pour être en unilatéral. Et oh non, ça. C'est pas pour lui le tennis, vous devriez l'inscrire à la natation. Parce que la natation, en plus, c'est bon pour le dos, la scoliose et tout, puis quand vous avez l'asymétrique du cou, vous avez la scoliose. Alors, on va faire la natation. Du côté où la tête est tournée, j'étends le bras. Ah bon, moi, je peux pas même fléchir. Non, il faut l'étendre. Donc tout ce que j'aime faire à la piscine, c'est la bombe. Parce que la bombe, c'est sur la ligne médiane, on ne va pas croiser. Ou alors la nage papillon, mais c'est un peu dur au début. La brasse, il y en a qui me disent la brasse, ils pensent à la brasse, mais vous verrez que non, parce qu'il y a un autre réflexe qui va l'empêcher de faire la brasse. Réflexe tonique asymétrique du coup, c'est la cause numéro 1 des difficultés d'apprentissage. À peu près 80% des enfants chez l'orthophoniste ne peuvent pas croiser la ligne médiane au niveau visuel, ne peuvent pas croiser la ligne médiane au niveau auditif. Et c'est pourquoi des mouvements comme les mouvements croisés, les 8 couchés, le fameux éléphant dont je me moquais au début quand j'avais 20 ans, sont si efficaces, puisqu'on va redonner cette capacité à croiser la ligne médiane. On va inhiber, comme ça aurait dû se faire à l'âge de 6 mois, le réflexe tonique asymétrique du coup. À ce moment-là, le réflexe ne me domine plus, et je vais être capable de tenir mon stylo correctement, de m'asseoir correctement, de croiser la ligne médiane, et de faire toutes les choses que font les autres sans effort. À peu près 80% des enfants en échec scolaire ont asymétrique du coup. Mais c'est un caillou dans la chaussure. Mais personne ne le sait.
Donc on fait marcher les enfants sur le caillou, marcher sur le caillou, marcher, changer de pédagogie, changer de prof, changer de méthode, changer orthophoniste, les machins, les trucs. Mais on ne sait pas comment ça fonctionne un bébé. On ne sait pas quels sont les schèmes moteurs, les schèmes cognitifs, les schèmes émotionnels qui se mettent en place tout au long de notre développement. Ça sont des 1. Je ne vais pas vous faire les 38. Parce que je suis très fatigué. Y a-t-il des questions jusqu'à maintenant? Est-ce que les bébés qui viennent par césarienne sont Exactement, c'est très intéressant. Les bébés qui naissent par césarienne, il y a 2 types de césarienne. La césarienne programmée et la césarienne d'urgence. La césarienne programmée, c'est très intéressant parce qu'on voit beaucoup de ces enfants-là, parce que d'un point de vue des réflexes, d'un point de vue des programmes moteurs qui s'enclenchent normalement avec l'ocytocine, avec les contractions, etc., ils ne sont jamais nés. Ils ne sont pas nés. Donc ces programmes moteurs, bien sûr, entendons-nous bien, ils sont préparés dans le ventre de la mère, sauf si c'est un grand prématuré. Mais ils sont préparés dans le ventre de la mère. Mais ils n'ont pas été enclenchés dans le but physiologique de pourquoi ils sont faits. Attention, je ne suis pas du tout en train de critiquer la médecine et le fait qu'on ait besoin de faire des césariennes pour des raisons médicales. Et tant mieux, autrefois, ces enfants seraient peut-être morts ou ces mères. Je vais critiquer si on systématise les césariennes, comme dans certains pays, si vous avez vu le reportage récent qui est passé sur... vous l'avez pas vu, Arte, qui explique que, par exemple, au Brésil, c'est 60% de césariennes. En fait, en Brésil, on fait que des césariennes, et c'est si les gens arrivent trop tard à la clinique qu'on accouche par voie basse sans faire exprès, mais sinon, on ne fait que des césariennes. Aux États-Unis, on est autour de 45%. L'OMS recommande plutôt d'être vers les 10% ou moins. Mais ça dépend. Dans des cliniques privées, on va favoriser ça. Dans les hôpitaux publics, selon les pays, on ne va pas faire. Donc, quand il y a des raisons médicales, c'est évidemment justifié. Le truc, c'est qu'ils ne sont jamais nés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils attendent toujours que le programme moteur soit là, leur système nerveux. Et donc, les réflexes, donc, la plupart des cas de césarienne programmée, restent persistants. Donc, ils gênent toujours l'enfant. Ils vont avoir du mal, le galant est toujours là. On va voir qu'est-ce que ça implique. Ils vont avoir plus de mal. Maintenant, la nature a quand même prévu qu'un accouchement, c'est une fameuse affaire. La nature a quand même prévu que l'être humain a vécu des phases dans son histoire très complexes, très difficiles, rencontrant beaucoup de péripéties dans son histoire, et l'être humain a quand même plein de programmes pour réparer. Tout ne se joue pas à la naissance. Je sois loué. Après, qu'est-ce qui va suivre derrière? C'est mon éducation. Enfin, je préfère dire, qu'est-ce qui va poser problème? C'est mon éducation. Si on laisse l'enfant faire et se développer sans tous les gadgets qu'on a évoqués, en général, ça se passe bien. Le problème, c'est que c'est chiant, quoi. Si tu pouvais le mettre dans ouais, ou ne serait-ce qu'un petit transat, tu vois, il se balancerait, il resterait tranquille avec une petite tétine, une petite tablette. Ils ont des chaînes de télé spéciales pour son âge, tu peux lui faire... Eh oh! Eh oh! Les télétubbies! Il prend du retard là, je sens qu'il prend du retard, il monte les escaliers, c'est pas de son âge. Il prend du retard, il va manquer de connaissances. À l'école, il ne saura pas quoi dire. Hein. Tu sais, quand il va arriver à 3e, il va être complètement décalé. Les autres, ils connaîtront les noms des dessins animés, pas lui. Hein. Il va être complètement décalé. Hein. Il va se sentir ostracisé à cause de ton éducation. Fais voir le carnet de vaccination, là, j'ai des doutes tout d'un coup. J'espère que tu lui donnes bien des produits laitiers, hein, parce que son système osseux... Les produits laitiers, il faut commencer maintenant. 6 mois, c'est fini le sein. Ils commencent la transition de lait maternisé, là. Ils mettent des produits dedans qui sont bons, là. Vitamine D, t'en as pas assez, toi, hein, Besançon. Réflexe spinal de Galant. C'est un autre réflexe qui est extraordinaire. Je viens de l'évoquer. Dans mon cabinet, voilà ce que je vois. J'ai un fort. Est-ce que tu peux te mettre à 4 pattes? Je vais juste faire un petit guillis sur ton dos avec ce stylo. Je vais juste faire un petit guillis sur ton dos. Tu restes à 4 pattes, comme ça. Et tu bouges pas, tu restes juste à 4 pattes. Je vais juste faire un petit guillis sur ton dos. Juste un petit guillis. Pas comme l'autre jour dans mon cabinet, j'ai fait le petit guillis avec le stylo, mais j'avais oublié le... Et il avait je précise, un t-shirt blanc. Et devant la mer, regardez, je vais vous montrer le réflexe spinal de Galant chez votre fils. Ah non, c'est du indélébile. Je vais écrire du prix de la séance. La mère, elle disait, c'est bon, c'est pas grave. J'avais quand même la mère. Donc, avec un stylo fermé ou du côté qui écrit pas, vous faites ça. Mais qu'est-ce que je vois? Je vois, oui,
Wallé, 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 rodéo. Dès que je touche au niveau du dos, oups, la hanche qui part, le dos qui part. Ouh là là! T'es prêt à accoucher, toi? Tu vas sortir du ventre de ta mère, tu vas sortir comme ouh! Et c'est exactement ce qui se passe. J'ai pas parlé des césariennes d'urgence. Les césariennes d'urgence, pendant des heures et des heures, le réflexe s'active, c'est une question de survie, et il va le garder, parce qu'il dit c'est une question de survie, il va le garder. Il va rester avec le réflexe persistant. Autrement dit, dans les deux cas, ça fait la même chose. Soit par manque de stimulation, le réflexe reste, soit par excès de stimulation, il reste. Dans les deux cas, il n'y a pas le programme moteur qui lui permet d'inhiber le réflexe. Enfin, c'est pas du noir et blanc. Et attention, il y a des cas d'enfants qui sont nés naturellement sous la douche comme lui, peinards chez lui, et qui peuvent avoir des problèmes graves plus tard, surtout avec son éducation. Et d'autres enfants qui sont nés par césarienne, sans écouter des mantras tibétains à la sortie et tout, et qui ne rencontrent pas de problème plus tard. Vous accouchez pas avec des mantras tibétains? Vous en moins. Vas-y, fais les points d'acupuncture, le papa, vas-y. C'est ma mère récemment, j'ai dit, toi, t'as fait comment pour accoucher? Elle dit, oh, à mon époque, on avait l'accouchement sans douleur. C'était sans péridurale, mais sans douleur. C'était une méthode. Parce qu'elle critique, c'est que maintenant, les femmes, nous, c'était sans douleur, on contrôlait la douleur. Les modes, hein, les modes. Le spinal de Galant, je viens de vous le montrer. Qu'est-ce qui se passe à l'école? Parce que les enfants, ils ont ça. À l'école, c'est génial. Je le sais déjà quand ils arrivent, parce que les parents, quand ils parlent de leur enfant, ils disent « Il reste pas tranquille, il reste pas tranquille sur une chaise. » Mais ma table, monsieur Landon, mais ma table, il est pas tranquille. Mais ma table, il est... Je crois qu'il a un TDA avec le H. Il y a le TDA avec H et le TDA sans H. Lui, il est avec H. Pour ceux qui ne suivent pas, trouble de l'attention, accompagné au nom du H, hyperactivité. Lui, il est avec le H. À un moment donné, en grandissant, il a compris la ruse. Quand tu es adolescent, tu as compris que tu t'es fait chier pendant toute ta vie avec ces chaises. Tu as trouvé la position qui stimule. Et avec le pantalon, ça je ne vais pas vous le faire, mais tu baisses le pantalon là, parce que les enfants qui ont le galon, ils n'aiment pas, c'est les étiquettes. Les étiquettes, ça gêne, parce que ça vient frotter ce réflexe. Alors les enfants, ils ont un caillou dans la chaussure, un petit dans l'un, une banane dans l'oreille. Et on dit, il a un problème, lui. On va faire un bilan des réflexes archaïques. Est-ce que tous les programmes moteurs qui sont prévus pour l'accouchement, qui sont prévus pour se retourner, qui sont prévus pour apprendre à manger, qui sont prévus pour coordonner le système visuel, auditif, kinesthésique, proprioceptif, parce que le bébé, il est tout réflexe. Il ne fait rien de manière volontaire. Mais quelques mois plus tard, il fait tout de manière volontaire. Il y a donc un moment où je suis un petit être animé de réflexes spontanés, la succion, la déglutition, la respiration, mais aussi tout ce qui va me permettre de redresser. Nous, on marche, mais la plupart... Mais c'est pas autorisé, ça, dans les lois européennes. Les jeux doivent être en mousse. Et donc, ça y est, voilà, il m'empêche de faire ma conférence, je sais plus où je suis. Donc, là, je sais plus où je suis. Il est tout réflexe, et quelques semaines, quelques mois plus tard, motricité volontaire, orientée vers un objectif. Je veux aller là-haut, je mets tout en place pour aller là-haut. Je me débrouille avec tous mes réflexes, un peu de quatre pattes, un peu d'asymétrie du cou, un peu de spinal de galant. L'agrippement. L'agrippement, c'est fabuleux, l'agrippement. Un petit bébé, vous mettez dans ses mains, il agrippe. Il agrippe. Vous pouvez le soulever, vous pouvez le soulever, vous pouvez... Il ne peut pas ne pas agripper, même dans son sommeil, il agrippe. Une fois, je faisais... c'était ici, à Besançon, quand je suis venu au mois de décembre. J'ai quelqu'un que je connais, un petit bébé de 7 jours. Je vais l'amener pour faire la démonstration des réflexes sur le petit bébé. Moi, je dis très bien, amenez-moi des petits bébés, j'aime ça, moi. Petit bébé, ça sent bon, c'est tout bébé. Oh. Parce que les bébés, ils ont des tas de stratégies biochimiques complexes pour qu'on les aide. Ce qui voudrait, franchement, c'est ça. Il faut vraiment qu'ils se fassent aimer. Pour ça, ils ont des stratégies. Alors, le bébé, pas de chance, il faisait de l'obstruction. Il dormait. Un petit bébé de 7 jours qui dort. Juste au moment où je veux faire une démonstration sur le réflexe. Il dort.
Mais ça ne me gêne pas. Je prends le bébé et je démontre tous les réflexes. C'est pas de la motricité volontaire, j'ai pas besoin que le réflexe, le bébé soit réveillé. Vous prenez un bébé qui dort, vous faites sur son pied, il a ses doigts de pied qui se mettent en éventail, c'est le Babinski, vous mettez la main et il agrippe. C'est donc rien à voir avec la motricité volontaire. Le pauvre gamin dont je parle, les pauvres gamins dont je parle, ça n'a rien à voir avec de la volonté. Il n'y a pas qu'ils fassent un effort ou quoi que ce soit, c'est leur corps qui réagit à leur insu. De telle et telle manière. Je m'assois sur une chaise, ça me gêne. On dit reste tranquille. Bah oui, mais ça me gêne, j'ai un caillou dans la chaussure. Eh ben je m'en fous, marche quand même. L'agrippement. Ça c'est passionnant l'agrippement. Quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, le bébé il commence à comprendre cette affaire, qu'il peut avoir du contrôle sur cette chose, sur sa main. Alors il est dans sa chaise haute, il mange, et alors au début quand il mange, on met une cuillère, il ne peut pas s'empêcher de le faire. C'est direct. On a tous des photos de nos enfants. Oh, comme c'est mignon. Au début, on dit quand même. C'est comme au début, le bébé fait et nous les parents on est tellement contents, on fait c'est ça que tu veux. Et lui il dit et quelques semaines après, les parents dégueulasses, ils font dis le mot. Ah, alors qu'avant il suffisait de montrer, de faire pour que les parents obéissent. C'est le cas de le dire au doigt et à l'œil. Et après il faut dire le mot. Je vois pas pourquoi il faut dire le mot alors. C'est con ou quoi? Donc l'enfant il est là, il mange peinard. Et tout d'un coup il a cette cuillère. C'est comme un magicien qui dit je peux le faire. Écoutez ma voix, votre paume de main s'ouvre. Écoutez-moi bien. Lâche la cuillère. Extraordinaire. Il n'a pas vraiment fait exprès, il a trouvé, il y a une commande motrice qui se met en place. Rigolez pas, si vous avez eu un bras dans le plâtre pendant un certain temps pour faire la... Au début, c'est je sais très bien comment ça marche, cette affaire. Oh là là. Ou comme on se réveille le matin et qu'on a dormi sur son bras, il est mort. Vous n'avez jamais arrivé ça? C'est terrible. C'est terrible. Ah! Chérie, masse-moi mon bras. Mais toi tu crois que t'en es quitte, mais ton parent il fait oh là t'as tombé le couillon. Non, non. Bah alors on fait tomber le corps, le bébé. On va lui redonner la cuillère. Non, 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 non. Ah, je peux pas m'empêcher de la gripper, non, non. Non, attends, regarde papa, regarde papa. Et il vous regarde droit dans les yeux, il fait regarde papa, regarde maman, regarde le pouvoir que j'ai sur la cuillère, regarde, elle va tomber. Regarde, elle va tomber. Ah ouais. Et là le père dit chérie, je crois qu'il se fout de notre gueule, il m'a regardé droit dans les yeux en rigolant, là, droit dans les yeux. Là, salope bébé. Il a des mauvaises intentions. Je reconnais bien ta mère là. Ah, je vois là, cette famille, ça c'est ton côté, ça, le côté pervers là, regardons là. Et lui il est tellement content, il se fout de ma gueule. Je te préviens bébé, tu recommences pas. Mais vous attendez qu'une seule chose. Le seul jour où vous applaudirez, pendant 1 an vous applaudissez pas une seule fois. Il se retourne, il marche à 4 pattes, il mange tout seul, il fait les... Tant qu'il n'a pas fait un premier pas, vous applaudissez pas. Hein. Ce jour c'est normal. Il se retourne. Le jour où il marche debout, tout le monde... Oh, j'étais pour le premier pas. Mais tout ce qu'il a fait auparavant était aussi important. Lâcher la cuillère, c'est la chose la plus merveilleuse. J'apprends à lâcher prise. C'est dur pour un être humain d'apprendre à lâcher prise. J'ai appris à lâcher prise. Et puis à reprendre. Donc à un moment donné, j'étais tout réflexe, à un moment donné, j'apprends volontairement à prendre et à lâcher. Et je veux m'entraîner encore et encore, ramasse, relèche. Regarde maintenant, j'arrive parfaitement, je vais recommencer. Donne-moi de la pâte à modeler, mais pas une tablette. Pas une tablette. C'est la pire chose que tu puisses faire. Je vais devenir chèvre. Combien de grains par jour, la chèvre? C'est pas aller à l'école à la ferme. C'est terrible. Oui, mais sauf que dans mon cabinet, les enfants, je dis, relâche ta main, fais rien. Je vais juste poser le stylo à la base de tes mains. Tu fais rien. Je pose et hop.
tiens, j'ai du résidu de... Alors il va falloir écrire avec ce réflexe non intégré. Alors, soit le réflexe est hypoactif, soit hyperactif. S'il est hyperactif, c'est trop fort. Donc, je perce la page, ça me demande beaucoup d'efforts. Si c'est hypoactif, j'ai pas assez de force pour l'attraper. Alors, je mets 3 doigts, je mets 4 doigts, je fais des prises alternatives, artistiques. Voilà, de nos jours, les enfants savent plus tenir les stylos. Oui, mais si vous auriez fait un peu de pâte à modeler plus jeune, ça aurait aidé. Vous savez quelle est la moyenne française d'écran par jour et par enfant petit français? 5h30, statistique INSEE. 5h30 par enfant et... Statistique INSEE. Oui, je sais, les enfants des gens des colibris ne regardent pas la télé 5h30 par jour. Ça veut donc dire que des enfants regardent largement plus que 5h30 par jour. C'est la moyenne française. Ils disent, ramenez à les journées d'école, sur toute l'année, ils ont 2 fois plus d'heures d'écran que d'école par an. 2 fois plus. Qui est-ce qui a le plus d'impact sur les enfants? Attention, 5h30 par jour et par enfant, statistique INSEE. Bon, je ne fais pas que la télé ou les écrans sont l'ennemi numéro 1, c'est l'ennemi numéro 1, pas qu'à cause du contenu, à cause de pendant qu'il fait ses 5h30 d'écran par jour, il n'est pas en train de faire des activités psychomotrices, ludiques, éducatives, de jouer, de s'amuser, de découvrir le monde, de développer sa motricité, c'est ça, c'est du temps perdu. Et le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Hein. Et si l'enfant il passe son temps à perdre son temps, c'est-à-dire perdre son temps. Ça va? Vous suivez? 11h26. Hein. Je ne vous présente pas un autre réflexe parce que j'en peux plus. J'ai un sketch pour les 28 réflexes, je ne vais pas les faire les 28. 3 suffisent. Qu'est-ce que je suis en train de vous expliquer? Qu'on a, à la naissance et dans le ventre de notre mère, développé des programmes cognitivaux, posturaux, moteurs et émotionnels. Chaque réflexe a une composante physique, posturale, émotionnelle et cognitive, qui est très importante. L'agrippement, au niveau cognitif, tous les enfants qui ont des difficultés d'écriture, presque tous ont un réflexe d'agrippement non intégré, ont des difficultés à tenir le stylo. Mais si j'ai du mal à tenir mon stylo, si ma main est mon ennemi, si le caillou dans la chaussure il est au niveau du système nerveux, au niveau des tendons, des muscles, des ligaments jusqu'ici, comment voulez-vous que je pense à l'orthographe? Comment voulez-vous que je pense à avoir des idées dans ma tête? Puisque déjà, tenir un stylo, c'est un stress pour moi. Ouvrir un bled me fait trembler. Croiser la ligne médiane n'est pas possible. M'asseoir sur une chaise est une torture. Et je ne sais même pas qu'il y a un caillou dans la chaussure. Parce que quand on l'a depuis suffisamment longtemps, on fait avec. On ne sait même pas qu'on l'a. Et un jour, les gens ils viennent nous voir, on enlève le caillou dans la chaussure, la personne elle se met à marcher de manière super sexy, et dit c'est un miracle, rien de miraculeux. Ce qui est incroyable, c'est que vous ne savez pas que vous aviez un caillou dans la chaussure. Il n'y a rien de miraculeux. On est ignorant de comment nous fonctionnons. Bien sûr, il y a parmi vous des éducateurs, peut-être des orthophonistes, des enseignants. On a appris Piaget. C'est très bien. Piaget a différentes phases. Il dit la première, c'est les réflexes. J'en parle pas, mais c'est les réflexes. Je parle des phases d'après. C'est très bien. C'est-à-dire à partir de la maternelle. C'est très bien. Ou de la toute petite enfance, 2-3 ans. Mais si je n'ai pas mis en place la coordination oculo-motrice et tous les trucs dont je parle, comment voulez-vous que je réussisse à faire plus tard? Les briques de base, l'alphabet du mouvement sont les réflexes. Et là, des petits micro-interventions vont être très chouettes. Micro-interventions. Allez dans une classe à l'école, demandez aux enfants de faire ça, tourner leur tête et voir ce qui se passe. Et leur proposer des mouvements croisés, des vides couchés, des mouvements de brain gym. Vous pouvez faire des mouvements de brain gym. Vous pouvez faire des programmes que moi j'appelle d'intégration motrice primordiale, des programmes sensorimoteurs, très simples. Et en quelques minutes, le programme moteur s'intègre dans le fonctionnement de l'enfant et le réflexe disparaît. En quelques minutes, il disparaît, mais si tu fais rien, le lendemain, il va réapparaître ou deux. Donc, on le fait disparaître. C'est-à-dire qu'on apprend au cerveau comment ça fonctionne, quel est le programme opposé. À ce moment-là, le cerveau, il a un choix. Je sais faire l'un, je sais faire l'autre. Et on fait répéter ça. Alors, c'est 2, 3, exceptionnellement 4 minutes par jour, avec les parents et l'enfant. C'est des petits jeux, des mouvements croisés, des programmes moteurs, des petits jeux avec des sacs de grains. Je vous montrerai aussi 2-3 petites choses. Et il fait ça pendant 3-4 semaines. Et au bout de 3-4 semaines, il se retrouve exactement comme un enfant qui aurait fonctionné toute sa vie sans ce réflexe. Donc on fait un bilan, et puis on met ça en place. Alors vous allez vous mettre par deux déjà. Vous allez vous mettre debout avec votre voisin à côté de vous. Et on va regarder ça. On se met debout. Tu dis, écoute bien la consigne, hein. Tu bouges pas tes bras. Tu les laisses devant toi, souple et détendu. Souple et détendu.
souple et détendu. Et ensuite, vous allez à côté de votre partenaire et vous lui tournez sa tête. Les bras devant et relax. Regardez bien, bras câlin. Ferme les yeux. T'as pas le droit de bouger les bras, je pense, la tête tout doucement. Faut que tu ailles chez le psy, toi, t'as des problèmes de ton signe. Ouvre les yeux. Et alors les bras? On a dit de pas les bouger. Tout ça. Elle doit être orthophoniste, elle dit prétend que non. Bah non. Il tourne. Merci. Ça veut dire le réflexe tonique asymétrique du cou, un petit peu trop présent. Je suis sûr qu'elle ne sait pas lire. Elle est écrivaine. Ça va? C'est très facile à aller dans une école et d'observer ça. Et puis après, on va faire des programmes moteurs pour remettre ça en but. Donc, on peut faire des mouvements de brain gym, c'est vrai. Donc le brain gym est assez populaire, si vous voulez vous renseigner. Je ne sais pas s'il y a des gens qui font du brain gym dans le coin de Besançon. Comment? Anne Forêt, oui, je la connais, oui, effectivement, qui fait du brain gym dans le coin, donc ça c'est chouette. Et puis il y a tous les gens qui vont travailler directement sur le réflexe. Parce que le brain gym, je suis pour, j'ai enseigné ça pendant 25 ans, et c'est comme ça que je suis venu au travail sur le réflexe. Donc le brain gym m'a proposé de croiser la ligne médiane, de faire les 8 couchés, de faire l'éléphant, de faire tout un tas de choses, pour aller réintégrer les 3 dimensions, droite, gauche, avant, arrière, et haut et bas. Mais des fois, il faut utiliser la technologie un petit peu supérieure, d'aller chercher quel réflexe fait que j'ai du mal. Quel réflexe? Et alors là, on va combiner du brain gym et des programmes moteurs spécifiques d'intégration sensorimotrice. Donc les programmes moteurs, c'est quoi? Ça fait peur quand je dis programme moteur. C'est très simple. Je peux faire des petits jeux, par exemple avec un petit sac de grains ou une petite banane écrasée. Je dis à l'enfant, devant ta ligne médiane, derrière, devant, derrière. Et l'enfant en difficulté, qui a un truc asymétrique, comme ça fait avec, ça. Ah non, non, on va lui apprendre à faire devant. Et on rit, tous ensemble, paf, 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 paf. Sensation. Après, on va prendre la banane, on dit, la banane, la banane, l'autre, sur la ligne médiane. Parce qu'au début, il fait. Mais très vite. Voilà. Puis après, on lui dit, c'est mieux avec un sac de grains qu'une banane, mais tu peux lâcher pour avoir cette conscience de la ligne médiane. Puis quand il est devant, on va faire derrière. Et puis on va faire après en marchant. Et des trucs comme ça. C'est très très simple, c'est très amusant. Et progressivement, il apprend à croiser sa ligne médiane. Il reproduit ce qu'il aurait dû faire quand il tétait le sein de sa mère d'un côté, puis l'autre, et puis après croiser. Donc, parce que là, on est sur la ligne médiane, on ne la croise pas. Puis après, on va faire des jeux qui croisent. Lance la banane et croise. Au début, on fera sous la même jambe, sans croiser. Sous la même jambe, sans croiser. Puis très vite, on va croiser. Oh! Oh! Et si on fait ça progressivement, en quelques semaines, en quelques jours, ça va se mettre en place. Mais si on va aller plus vite, nous, dans nos cabinets, ou les ostéopathes que j'ai formés, ici, il y a le groupe de... Je vais essuyer les mains, on va continuer, sinon je vais tâcher le bébé. Je vais chercher de sa faute. On va pouvoir faire des programmes encore plus simples, où on va mettre la personne, je dis les enfants parce que je travaille avec les enfants en difficulté scolaire, mais on utilise beaucoup ça avec les personnes en maison de retraite, qui, par manque de stimulation, commencent à réactiver les réflexes pour compenser le manque. Zapper toute la journée sur la télé, ça n'aide pas à l'intégration psychomoteur, cognitif, etc. Donc c'est important que les personnes âgées fassent des programmes moteurs. Donc on leur fait des programmes très simples qui vont réintégrer les réflexes et qui vont accroître leur cognition, leur mémoire, leur capacité à lire, leur concentration. On va faire ça beaucoup avec les personnes en situation de handicap. Ça va les aider beaucoup. Les enfants infirmes, moteurs d'origine cérébrale, ou les adultes, bien entendu. On va faire ça avec... J'ai travaillé avec des sportifs professionnels qui cherchent à faire des gestes spécifiques et qui ont du mal à cause de tel et tel réflexe qui les empêche. Un danseur qui voudrait faire certains gestes, ça va, mais s'il doit faire ce geste-là et qu'il a un asymétrique du coup, il n'y arrivera pas. Donc avec ces danseurs, on va pouvoir les aider. Les gens qui font du karaté, les arts martiaux, qui ont du mal. Donc ça ne s'adresse pas aux enfants en difficulté scolaire. On va tous vérifier qu'on a amené à maturité tous les programmes moteurs innés que nous avons. Tous les programmes moteurs innés que nous avons. Parce que si on a des programmes moteurs innés qu'on n'a pas intégrés, ce sont des cailloux dans la chaussure. On peut en avoir un ou deux, ça ne nous gênera pas trop dans la vie, mais les gens qui viennent nous voir dans nos cabinets, ils ont beaucoup de programmes non intégrés et se trouvent en situation d'échec. Ça peut être des adultes qui manquent de confiance en eux. Les adultes qui ont toujours un réflexe de moraux non intégré, ils sont toujours sur le qui-vive, ils ont peur, ils manquent de confiance en eux. Les gens qui n'ont pas bien intégré le réflexe de parachute,
C'est des gens qui ont du mal à dire non, à savoir mettre leurs limites dans la vie. Et dès qu'on va travailler sur le programme moteur du parachute, aussi simple que faire ça et d'autres choses, on va leur dire, mets tes mains, repousse lentement sur 7 secondes, retourne-y lentement, et puis prends conscience que les choses que tu repousses, que tu attires, qu'est-ce qui se passe? Agripper, lâcher prise. Et on va mettre en place ces petits programmes, et en quelques jours, les gens se libèrent de ces programmes, de ces chaînes moteurs non intégrées, et leur comportement cognitif, émotionnel et postural s'améliore. Les questions. Pourquoi, par exemple, je n'ai pas intégré des réflexes? Le moraux, la symétrie du coup. Globalement, il y a 3 grands groupes de causes. Tout ce qui se passe pendant la grossesse, tout ce qui se passe pendant l'accouchement, et tout ce qui se passe après. Oui, vous rigolez, mais il s'en passe des choses pendant la grossesse déjà qui peuvent nous affecter terriblement. Première chose, déjà, on n'arrive plus à faire des bébés. C'est dur, avec la pollution ambiante. C'est dur. On a du mal, on doit faire des traitements. J'accuse personne, c'est notre société qui est comme ça, c'est toute notre société. Le problème, c'est que les femmes, elles font des fausses couches. Et puis après, il va falloir qu'elles restent allongées très longtemps, parce qu'elles risquent de perdre leur enfant. Et à bon escient, je peux dire que, voilà. Mais manque de stimulation de l'enfant. Donc les programmes moteurs ne s'activent pas correctement, pas suffisamment. Ils ont une toute petite amplitude. Donc il va avoir du mal, souvent, pour les enfants qui sont nés avec assistance, qui ont été procréés avec assistance, la naissance se fera avec assistance aussi, et souvent prématurée. Donc les réflexes ne sont pas là non plus. Donc ils vont avoir du mal. Et on a beaucoup d'enfants dont c'est le cas. Je ne dis pas tous les enfants qui sont nés par procréation assistée auront des problèmes d'apprentissage, mais vous savez, je considère tout ce qui se passe autour des réflexes un peu comme l'alimentation et les modes de vie. On cherche à mettre toutes les chances de notre côté. On cherche à manger sainement, à faire des activités physiques, d'arrêter de fumer si on fume, pour vivre le mieux possible sans maladie. Mais c'est la vie, c'est les statistiques, on met toutes les chances de notre côté. Mais on peut manger bio, végétarien, faire du sport tous les jours et du yoga, écouter des mantras tibétains et mourir à 40 ans d'une crise cardiaque. Mais c'est rare. Et oh oui, je sais, moi qui suis végétarien et qui mange bio et tout, on me parle toujours d'un papy qui a 90 ans, qui fume, qui boit, qui mange de la viande tous les jours et qui est en parfaite santé. Mais c'est un papy, que tout le monde le connaît, le même papy, me faites pas chier avec ce papy. Statistiquement, j'ai plus de chance. Mais c'est une histoire de chance. Et bien c'est pareil. Les conditions pendant la grossesse, l'accouchement, ce qui se passe après, le mode de vie, l'éducation, tout ça sont de multiples facteurs. La motricité que l'enfant va avoir, le type d'aliment, est-ce qu'il va être allaité, il y a multiples facteurs. Dans le ventre de la mère, voilà, j'ai donné un exemple, il y a tous les chocs physiques, émotionnels, c'est évident. L'alimentation de la mère, les carences en vitamine D, en oméga 3, 1000 choses peuvent affecter le développement physiologique d'un petit bébé. L'enfant s'est bien vécu la grossesse, mal vécu, j'en sais rien, peu importe, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. 1000 facteurs, c'est tellement complexe un être humain. Après, comment s'est passé l'accouchement? Ventouse, forceps, césarienne, accouchement déclenché, péridurale, pas péridurale, forcément injection d'ocytocine de synthèse, syntocinon, donc contraction violente, donc asymétrique, du coup fonctionnera pas, ça c'est sûr. De nos jours, c'est pour ça que je vois que ça. Presque sûr, dans la plupart des cas. Mais c'est pas la cause de tous les problèmes scolaires non plus. Puis je suis bien content qu'on fasse naître des enfants qui seraient morts autrefois, aussi. Donc il faut tout... Je préfère un enfant vivant avec des petits problèmes d'apprentissage et de réflexe que mort sans problème d'apprentissage. C'est facile de paraphraser, il est mort mais bien portant. Voilà. Après, ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'il ne faut pas culpabiliser qui que ce soit. Ce qui est chouette de nos jours, c'est qu'on a une technologie qui souvent n'est pas au service de l'homme, mais l'homme au service de la technologie. Donc des fois, on fait trop, on veut trop faire pendant la grossesse, trop faire pendant l'accouchement, trop faire... Comme je vous ai dit, j'ai rencontré Michel Audin, qui a fait ses premiers accouchements en 54, et qui en fait toujours, qui a 90 ans et quelques, 86 ans et quelques, 87, qu'on a fait des milliers, et je parlais de ma fille aînée qui a accouché là, il n'y a pas longtemps. Et il disait, elle a bien raison, parce que tout le monde lui dit, elle est enceinte, il lui disait, tu fais quoi comme méthode? Est-ce que tu as fait la préparation à l'accouchement? Est-ce que tu as fait ceci? Est-ce que tu as fait ceci? Et puis ça, et comment tu vas faire? Est-ce que tu vas... Ah! Il dit, laissez! Ça se fera comme ça se fera. Et il avait raison. Alors ma fille, je lui disais, alors tu vas faire comment si les contractions arrivent? J'appelle les pompiers, ils sauront bien quoi faire.
Je m'inquiète pas. Et sa fille, elle est quand même cool. Elle ne sait pas ce que ça veut dire que pleurer. Ça fait 8 mois que ça dure. Et nous, on est là, on dit, t'inquiète pas ça. S'il y a une justice dans ce monde, tu vas en chier comme moi j'en ai chié avec toi. Mais moi j'avais trop d'idées dans ma tête quand j'étais enceinte avec madame. J'avais trop d'idées sur l'accouchement et tout ça. Trêve de plaisanterie. L'éducation est bien sûr. La motricité libre est une des meilleures choses qu'on puisse faire. L'alimentation a un impact. La scolarisation, je suis bien content en ce moment que Céline Alvarez fasse du bruit, parce que c'est chouette de parler un peu de Montessori. Ça fait 20 ans que je m'essouffle à essayer de dire laissez faire les enfants se développer, faites-leur des propositions, etc. Et je suis content qu'elle ait pu mettre en évidence et que son livre fasse un tabac. Ça durera le temps que ça durera, mais ça fait avancer le schmilblick. Motricité libre, on en parle, c'est bien. Les colibris. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ah, je l'ai placé. Il va être un incendie de la forêt. Avez-vous des questions? Oui. Et je n'ai pas le but de tenir jusqu'à midi si vous en pouvez plus. Oui. Allez-y. Oui. Alors moi j'ai une question par rapport à l'allaitement. Vous parliez donc de l'allaitement maternel. Effectivement, quand on allaite au sein, forcément on change une fois sur deux. Est-ce que du coup, dans cette logique, on peut fortement conseiller aux parents qui donnent le biberon, nourrissent au biberon, voilà, de changer de exactement, c'est une première recommandation qui va être faite, d'alterner au milieu du biberon. Alors ça va être une bonne chose, ce ne sera pas aussi bien quand même, du point de vue que le bébé ne peut pas être contre, tout à fait, à cause de la taille du biberon, et donc il ne sera pas tout à fait dans l'unilatéralité, donc ce sera moins bien. Mais c'est néanmoins un conseil excellent de dire d'alterner, et c'est très important parce qu'on a tendance à faire toujours du même côté. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, effectivement, c'est une très très bonne chose. Moi, j'ai juste une petite question. Oui. Les mouvements que vous avez présentés, dans l'éducation musicale, on les retrouve. Oui, absolument. Donc en fait, quand on fait de la musique Oui. avec ses élèves, ses enfants, Oui. on fait travailler. Exactement. Et Et d'ailleurs, exactement. Et d'ailleurs, les recherches récentes, et pas que récentes, d'ailleurs depuis un moment donné, le nombre de recherches qui montrent que la meilleure chose qu'on puisse faire pour aider un enfant, c'est, et prévenir les difficultés d'apprentissage, c'est jouer de la musique. C'est apprendre à jouer de la musique. Sur toutes les activités. Après, les gens disent, mais quel instrument? Celui qui plaît à l'enfant le plus, qui va le motiver. N'importe quel instrument. C'est bon pour les activités cérébrales. C'est bon pour la coordination. C'est bon pour l'oculomotricité. Sauf que, vous comprenez que, il n'y a pas de sauf, c'est très bon d'apprendre à jouer de la musique. Mais si moi j'ai des difficultés du réflexe tonique asymétrique du coup, et qu'on met un piano, et je peux avoir beaucoup de mal. Donc le piano est censé me faire du bien, mais tant que j'ai le réflexe, ça ne m'aidera pas. Donc il y a une limite quand même. Il y a une limite. Faire du tennis, c'est bon dans l'absolu de faire du tennis, sauf que si j'ai vraiment un asymétrique du coup, je ne serais pas capable de jouer correctement du tennis. Je jouerai du piano, mais je ne pourrais pas être bon. Alors, on va me faire un certain nombre d'activités qui vont m'aider. Si l'enseignant dans les pédagogies alternatives fait de la motricité en préparation, c'est là où ça va m'aider. Mais juste le piano tout seul, ce ne sera pas suffisant. Le piano plus la motricité. Vous l'avez tous vécu. Vous allez à un cours de danse, ou de tai chi, ou de yoga, et le prof il montre des enchaînements. Et il y en a qui y arrivent, et il y en a qui vont abandonner au bout de 3 cours parce qu'ils ne s'en sortent pas. Et pourtant, ça leur ferait du bien de faire du tai chi, parce que ce serait bon pour leur coordination, pour leur stress et tout. Mais ils ont une insuffisance de programme moteur pour permettre de faire ces mouvements compliqués du tai chi ou du yoga ou de la danse. Et donc, avec tout petit peu de connaissances, le professeur peut identifier « Ah, tel réflexe, symétrique du cou, asymétrique du cou, spinal de galant, moro. Ah, regardez, faites ce petit programme moteur, 3-4 mouvements, faites, et hop, on reprend. Oh, c'est bon !» Ben voilà, il fallait juste tac. Donc c'est ça qui est chouette, avec un peu de connaissances. Souvent, beaucoup de professeurs, beaucoup d'enseignants, beaucoup d'ostéopathes, beaucoup de gens font des choses très très bonnes, spontanément, sans savoir qu'ils sont en train d'intégrer des réflexes. Ce que moi je propose, c'est le décodage de ça, cet alphabet du mouvement. Beaucoup de gens font ça. Les enfants, si on les laisse faire naturellement, ils vont se retourner. Mais si ils vont se retourner, croiser la ligne médiane, activer le réflexe. Mais si on les met dans un yupala, si on le met dans un baby relax en permanence, il ne peut pas se retourner, il ne peut pas se redresser, ses mouvements sont inhibés, il ne peut pas former son dos, il ne peut pas pousser, et donc sa motricité ne se met pas en place. Et on va l'inhiber. Et normalement, on a des programmes moteurs, mois après mois, semaine après semaine, qui nous permettent d'intégrer tout ça. Mais la plupart du temps, ce qu'on fait en tant que parent, c'est qu'on empêche l'enfant de se développer. Ce que la société fait, c'est de l'empêcher de se développer, pour le mettre dans des carcans, des moules. Tu sais, il commence déjà, on sait qu'on passera la retraite à regarder la télé, donc on le met déjà dans un transat. Il n'y a plus qu'à lui filer la télécommande. Il est déjà prêt pour le reste de sa vie, derrière un bureau, derrière la télé. 3h30 par adulte, c'est notre activité favorite.
Donc ça va pas aller dans le sens du colibri qui éteint l'incendie. Hein. Vous savez qu'était l'erreur de Descartes, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Damasio par ses livres. L'erreur de Descartes, c'est d'avoir séparé le corps et l'esprit. C'est pas je pense donc je suis, c'est je bouge donc je suis. C'est parce que j'ai une conscience d'exister par ma motricité, parce que je peux toucher, ressentir, voir, écouter. Je ressens donc je suis. Je suis en mouvement donc j'existe. Mais la plupart du temps quand je pense, je ne suis pas du tout parce que je pense à 1000 trucs. Et je ne suis pas moi, je ne suis pas moi-même. On ne s'appelle pas non plus des fers humains, on s'appelle des êtres humains. Être, c'est sentir, exister. Je danse donc je suis, c'est ça l'idée. J'aurais pu dire faire l'amour, j'aurais pu dire toutes les activités qui nous procurent du plaisir, élever un enfant, et laisser l'enfant grandir. D'autres questions? Oui. Oui. Est-ce que vous connaissez la méthode Steiner? Qu'en pensez-vous, puisque Steiner préconise des programmes qui sont complètement en rapport avec les stades physiologiques Bien sûr. d'un enfant? C'est très bien. Bien sûr. C'est très très bien. Mais c'est beaucoup trop rare, les écoles Steiner. Mais tout ce qui va permettre de la motricité libre, le Steiner, j'ai évoqué Montessori, tout ça, c'est pas de la concurrence, ce sont différentes approches qui vont laisser l'enfant libre de se développer, mais il y a quand même un enseignant qui va apporter des choses. C'est fascinant, c'est génial. Bien sûr, bien sûr. Dans toutes ces approches, le corps fait partie de l'enseignement. Dans l'approche classique, le corps est l'ennemi de l'apprentissage. Voilà, on voudrait dire à l'enfant, tu vois, quand tu es à la maternelle, on leur apprend presque ça. Tu laisses ton petit manteau là, avec ta petite étiquette. Si tu pouvais laisser ton corps là aussi, ça m'arrangerait. Et rentre juste avec ton esprit. Parce que le corps et l'esprit sont séparés, tu vois. Moi, je vais t'enseigner à ta cognition, à ton cognitif, à ton intellect. Mais ton corps, il nous gêne. Si tu bouges, tu nous gênes. Si tu fais du bruit, tu nous gênes. Tu empêches l'apprentissage avec ton corps. Sauf que, fermer les yeux et lisez, ça va être dur. On ne peut pas lire sans les yeux. On ne peut pas écouter sans les oreilles. Et on apprend avec notre cerveau. Et le cerveau, il fait partie du corps. Enlève le corps, laisse juste le cerveau, tu vas avoir un petit problème. Corps et esprit ne sont pas séparés. Tant qu'on n'a pas intégré le corps dans la classe, et la meilleure manière de l'empêcher, c'est de rester assis 8 heures par jour. Là, vous déjà 2 heures, c'est trop. 8 heures par jour, pardon, au bureau, mais après nos loisirs, c'est assis. Pour aller d'un endroit à l'autre, assis. Et on ne bouge pas, assis. Et l'enfant reste dans ton youpala, nous embête. Ton trotteur. Autre question. Oui. Mais c'est chouette, avec les prématurés, on travaille beaucoup avec les prématurés. J'ai des collègues, pas moi parce que j'ai pas les diplômes pour rentrer à l'hôpital, mais beaucoup de gens que j'ai formés qui sont des sages-femmes, mais plus souvent on a des kinésithérapeutes ou des ostéopathes qui ont l'occasion de pouvoir aller dans les maternités. Là, au mois de novembre, on donne une formation, on y retourne aux médecins du CHU à Caen. Là, les médecins. Donc eux, ils ont plus la possibilité d'intervenir. Eh bien, on peut aller sur les nourrissons, sur les tout petits prématurés, activer les programmes moteurs qui auraient dû s'activer. On va pouvoir tourner la tête, étendre le bras, leur faire fermer la main, ouvrir la main, faire les stimulations buccales qu'il faut, et on se rend compte en faisant ceci qu'on va gagner plusieurs semaines dans, par exemple des prématurés. On est obligé de mettre un tuyau parce qu'ils n'ont pas de réflexe de succion. Donc on va pouvoir l'enlever plusieurs semaines avant si on a fait les programmes moteurs au niveau des réflexes. C'est énorme plusieurs semaines, parce que ça voudrait dire pas d'orthophonie plus tard, ou beaucoup moins, pas de trouble du langage, pas de trouble de beaucoup de choses. Donc avec les prématurés, nous on va activer les chaînes moteurs qui devraient être activées à leur âge. Et ça va être très simple à faire, et on va montrer aux mamans, aux papas, comment ils peuvent l'activer. C'est-à-dire on leur demande de reproduire les mouvements que normalement on fait spontanément à 8 mois dans le ventre de notre mère, tout simplement. Oui. Le réflexe de succion, il doit aussi disparaître. Les enfants sûr. qui mettent toujours quelque chose dans Oui. la bouche. Est-ce qu'il y a des exercices, oui, il y a des exercices pour ça. Le réflexe de succion, il dure pendant quelques mois. Vous allez me dire, oui, mais il peut téter encore très longtemps. Oui, mais c'est plus réflexe. Un petit bébé, même s'il dort, vous mettez un doigt dans la bouche, il tète très fort. Mais plus tard, au bout de quelques mois, 5 mois, je crois à peu près, il n'y a plus le réflexe de succion. La succion est devenue volontaire. Et d'ailleurs, il cherche le sein lui-même, il le voit, il va le chercher, et c'est un mouvement volontaire. Mais certains vont garder un réflexe de succion non intégré. Et nous avons des procédures là qui sont un peu différentes. Au lieu de proposer des programmes moteurs, on va plutôt faire des massages autour du visage. On va avoir des stimulations qui reproduisent un petit peu ce qui se passe avec le sein, ce qui se passe avec la musculature de la langue. Donc on a des petits gestes très simples et on montre aux parents un petit massage qu'ils peuvent faire tous les jours. On commence par le front, puis on va aller, donc le front, on fait 3-4 fois comme ça. Puis on va aller autour des yeux, on fait 3 petits tours autour des yeux. Puis on va aller à l'angle du nez, on va faire 3 fois comme ça. Pour arriver à la bouche et faire comme ça. Plusieurs fois. Parce qu'on y va progressivement. Puis après, au menton, on fait ça.
Et ces petites stimulations vont progressivement faire que l'enfant redécouvre cette musculature au niveau du visage, et dans beaucoup de cas, pas tous les cas, ça peut, très souvent, ça va aider à inhiber la succion. Alors, entendons-nous bien, si on parle d'enfant qui garde la tétine, qui suce son doigt, il y a aussi des composantes émotionnelles, il y a des composantes multifactorielles qu'on va chercher à aborder aussi, mais on va passer par des massages. Encore une ou deux questions? Oui? Est-ce que il y a eu des bienfaits avec le MDR? Alors, non. Oui, disons que nous, on va préconiser aux professionnels qui se forment en réflexe d'avoir aussi une approche émotionnelle. Parce que j'ai dit plusieurs fois qu'on travaillait sur les schèmes moteurs, que ça impliquait des schèmes cognitifs, mais aussi des schèmes émotionnels. Chaque chose que développe l'enfant au niveau de ses programmes moteurs, parallèlement développe des choses au niveau émotionnel. Capacité à avoir confiance en soi, à repousser les choses, à savoir mettre ses limites, à plein de choses. Il y a plein d'émotions en lien avec plein de programmes moteurs. Donc nous, parfois, quand on va travailler sur un enfant ou sur un adulte, on voit que l'émotion associée surgit et se libère, c'est toujours très doux. Et donc on préconise aux professionnels de faire une formation ou autre pour prendre en charge ce qui se passe au niveau émotionnel. On préconise le MDR, on préconise la cohérence cardiaque, on préconise l'EFT, et on préconise de travailler avec des professionnels qui vont être là pour aider. Donc, moi, je travaille en partenariat avec des psychothérapeutes, avec des orthophonistes. Entendons-nous bien. Je ne vais pas non plus faire croire que je m'occupe de tout avec les histoires de réflexes ou de brain gym ou quoi que ce soit. Si je vois qu'un enfant avait des difficultés au niveau de la symétrique du cou, je vais libérer son réflexe asymétrique du cou. Ses yeux peuvent croiser la ligne médiane, mais s'il n'y a pas derrière un enseignant, un orthophoniste pour lui enseigner quoi faire avec ses yeux et comment lire, ça ne sert à rien mon travail. Enfin, ça ne sert à rien. Il faut derrière qu'il y ait un accompagnement pédagogique et psychologique quand c'est nécessaire. Donc, bien sûr. Mais on n'a pas de lien direct entre le MDR et les réflexes. Oui. Ah. Juste MDR, EFT, tout ce que vous venez de citer, c'est quoi? Ce sont différentes méthodes qu'on pourrait appeler psychocorporelles qui vont, par exemple, dans le cas de l'EMDR, vous pouvez faire une recherche sur Internet, c'est très très recherché aujourd'hui et utilisé de plus en plus par des psychiatres en France. C'est tout simplement d'aller utiliser des mouvements des yeux assez rapides, de droite et gauche, et ça permet d'intégrer les émotions. Et des gens qui ont vécu des traumatismes se libèrent très facilement par les mouvements des yeux. C'est très sérieux, hein, c'est pas un truc ésotérique ou quoi que ce soit, c'est très sérieux. L'EFT, c'est un peu plus ésotérique parce qu'il s'agit de tapoter des points d'acupuncture en pensant aux émotions négatives. Ça marche très très bien, c'est beaucoup utilisé par exemple aux États-Unis, l'EFT, pour tous les gens tous les militaires, parce qu'aux États-Unis il y en a beaucoup, qui font la guerre un peu partout et qui reviennent traumatisés et qui ont le fameux stress post-traumatique et qui font des cauchemars et tout. Et ce tapotement de point d'acupuncture les aide beaucoup à libérer les émotions. J'ai une question, j'ai un atelier de peinture, donc j'ai souvent des parents... De peinture? Oui. Oui. Où les enfants peignent debout. Oui. Et j'ai des fois des mamans qui me disent « Ah ben vous verrez, vous me direz, parce que mon fils à l'école, on m'a dit qu'il tenait mal son stylo, etc. » Et je me retrouve avec des enfants qui prennent le pinceau, enfin, de la bonne manière, entre guillemets, enfin, en tout cas, donc je sais pas, enfin, je me pose la question. Ça, c'est une intervention très bonne, sans quoi j'aurais pas parlé de petites choses que je vais dire maintenant, qui est, à mon avis, très, très, très intéressante. J'ai évoqué et j'ai fait croire, en quelque sorte, qu'on était conditionné par l'accouchement, la grossesse, la petite enfance, et que si on avait bien développé notre motricité correctement grâce à tout ça, eh bien dans la vie tout allait bien se passer, mais que si on a eu des petits problèmes à ce niveau-là, ça risquait de mal se passer. Mais c'est pas si simple que ça, parce qu'on est des êtres humains, on est très complexes, et c'est ça qui fait aussi la merveille que nous sommes. On est un être polydimensionnel, multidimensionnel. Imaginons, et je l'ai dit au début, je suis né merveilleusement bien. Tout s'est bien passé, pas de tablette, pas de télé, propreté comme il faut, là sans couche, tout bien, allaitement jusqu'à 3 ans et demi, tout merveilleux, pas de chaise à la maison, tout est beau. Mais je glisse sur une peau de banane qu'un conférencier a malencontreusement laissée. Je glisse sur cette peau de banane, et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Mon réflexe de Moreau, dont je n'ai plus jamais entendu parler depuis l'âge de 3 mois après la naissance, va ressurgir pour me faire faire ouah! Et mon réflexe d'agrippement qui n'a plus servi depuis que j'ai lâché la cuillère en regardant papa droit dans les yeux, va ressurgir et me faire m'agripper s'il y avait quelque chose à m'agripper. Si jamais je glisse tellement que je ne peux plus m'agripper, mes mains vont finalement faire ça par réflexe de parachute. Je vais peut-être me casser les poignets, mais pas le sacrobe. Il vaut mieux. Donc, ça veut dire que mon réflexe de Moreau
n'a pas réellement disparu. Il a été inhibé parce qu'il n'est pas nécessaire. J'ai appris la merveilleuse bipédie. Je ne suis pas en stress quand je marche, j'en ai pas besoin, contrairement au bébé qui apprend à marcher. Ça veut dire quoi? Que mes programmes réflexes, ils sont là en cas de besoin, tels des signaux d'alarme qui peuvent s'activer. Si maintenant dans ma vie, je rencontre beaucoup de stress, ou des stress récurrents, ou un gros stress, hop, un réflexe ressort. Et si mon cerveau tient compte du fait que, associe ça en disant « Oh, c'est pas mal ce truc, garde-le ». C'est-à-dire que j'avais intégré quelque chose, mais il ressort. Exemple, être assis toute la journée sur une chaise, c'est pas une bonne idée pour garder ce réflexe bien intégré. Et les réflexes au niveau de la tête, les réflexes asymétriques du cou, si à côté de ça je ne fais pas des activités intéressantes dans ma vie, vont finir par se désactiver. Et je vais commencer à développer des difficultés. Mais ça va plus loin que ça. On l'a tous vécu. Par exemple, ma fille cadette, elle adore les langues, le français, oui, le français, ça fait partie des langues, l'anglais et l'espagnol. C'est son truc. Là, elle est en première, c'est son truc, elle adore, elle s'inscrit à toutes les options possibles, elle fait du théâtre, c'est son truc. Mais sa bête noire, depuis qu'elle est au CP, c'est les maths. Et quand vous regardez quand vous discutez avec les profs ou quand vous lisez les commentaires, c'est à mourir de rire. Enfin, pour les gens comme moi qui peuvent méta-analyser leur situation. Parce que sinon, je peux vous dire qu'elle en baverait ma fille, hein, parce que je lui ferais sentir le... Oh là là, qu'est-ce que... Vous analysez les trucs des profs d'espagnol, d'anglais, de français. Élève agréable, participant en classe, c'est un tel bonheur d'avoir Noah, vraiment, vraiment, super top, bien, toujours motivé, et tout et tout. Et vous lisez les commentaires du prof de maths, vous êtes sûr que c'est le même nom de famille, c'est pas des... Ne participe pas, devrait prendre la parole, est inexistence, ne fait pas d'efforts, tout. C'est pas la même personne. Ben c'est la même personne. Et bien qu'est-ce qui se passe? Pour revenir à votre question, quand je suis en cours de maths, mon réflexe d'agrippement, il va pas bien du tout, parce que je sens que je vais perdre les pédales, je vais stresser, je suis stressé, je vais en baver, je m'agrippe à mon stylo, et mes réflexes s'activent parce que je me sens en danger. Et l'être humain, il est programmé pour s'enfuir quand il y a un danger, ou pour attaquer. Et il y a des tas de réflexes qui servent pour s'enfuir ou pour attaquer, dont la symétrique du cou. Mais quand je suis avec le gentil prof d'art plastique, tout est détendu, je me sens... Comment? C'est pas de la peinture à l'école, elle a un atelier. Oui, des arts plastiques dans son atelier en dehors. C'est pas des arts plastiques. Des arts de la peinture pas plastique. J'ai une déformation professionnelle parce que la mère de mes deux filles est professeure d'art plastique, elle a son atelier en dehors de l'école et reçoit toute la journée et des adultes et puis des enfants quand c'est des créneaux. Donc j'ai dit art plastique, pictural. Mais là, avec la super prof de on sait pas quoi, eh ben, je suis pas en état de stress, donc mes réflexes n'ont aucune raison de s'activer. Et tout fonctionne bien. C'est ça la merveille de l'être humain. J'ai des signaux d'alarme qui vont s'activer en fonction du contexte, et on l'a tous vécu. Je suis très à l'aise pour écrire, si mon patron arrive et regarde qu'est-ce que je suis... Ah, j'ai plus d'idées dans ma tête. Et dès que quelque chose... J'ai des tensions dans mon corps, et j'ai des choses qui s'activent, et je réagis comme... Et après on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi j'ai dit ça? J'étais pas moi-même, j'agissais de manière réflexe, je m'étais auto-lobotomisé. Et c'est normal, parce que si je traverse la rue, qu'une voiture me fonce dessus, que j'ai perçu grâce à mes yeux, et mon champ visuel, qui fonctionne bien grâce à la symétrique du cou, quand j'étais ma mère, et donc je vois la voiture arriver. Si j'utilisais ma cognition en premier, comme vous attendez que votre enfant le fasse quand ils sont stressés à l'école, et qu'il réponde à la question devant tout le monde, et que s'il se trompe, sa vie est foutue. Il n'aura pas son bac, et si tu n'as pas ton bac, tu feras rien. Tu seras chômeur. Donc tu es un peu stressé quand même quand on te pose une question en classe. Et puis les autres vont se moquer de toi, tu as des émotions négatives. Et bien quand tu es là, et que tu traverses la rue, et que tu as un stress négatif parce qu'une voiture te met ta vie en danger, il ne faut pas réfléchir, parce que tu réfléchis. Donc cette voiture, oh là là, le vecteur de force qui s'applique à la rapidité, je devrais fuir perpendiculaire. Oui, mais la tangente vectorielle, c'est ce qu'on attend que l'enfant fasse en classe. Mais on est programmé pour ne surtout pas le faire en état de stress. Donc la mission numéro 1 de nous, c'est de ne pas stresser les gens dans l'environnement d'apprentissage. L'école doit être l'opposé de la compétition. L'opposé de la compétition. La compétition, c'est